Fait que Pat, c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! C'est tellement pas la phrase, là. C'est la phrase la moins médiévale à dire. C'est médiéval. Je me sentais comme un cheval. Là, tu sais, Ah ouais, hein? c'est juste du son, c'est calme. Ouais, c'est ça. Alex, man. Oh wow. Hey, on approche la fin de la saison 2. C'est incroyable. C'est insane. Genre, puis insane. Ouais, In the en main live way. bientôt. Là, on va tirer les arcs à flèches. Name it. Si on va manger du cassoulet, non, on s'en va. Ouais. Ouais, mais ça, c'est ça que j'ai fait hier, là. Fait que ouais, c'était la vraiment crème bon. préfète, Ouais, la crème préfète, ouais, ouais, c'est un peu tough à faire à la maison, mais ouais, c'est ça. Jamais fait que- trop tôt. Jamais! Fait que, wow, Alex, comment t'aimes ça à date depuis le podcast? Comment j'aime ça? Mais Luno Hit, là, genre, c'est parfait. On repousse toujours les limites. On a des belles rencontres. On apprend full aussi à travers ça. Des c'est beaux ça. sujets. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, moi moi j'aime vraiment ça. Ma vie va extra bien. J'ai rempli le dernier bout de vie avec la copine. Fait que, gros milestone, on arrive à la fin, Ça n'a pas rapport au podcast. Non, là, c'est. On parlait du Tu m'as demandé comment je vais. Non, mais. Fait que, mais all that to say, sinon le podcast va vraiment bien. Live va être nice, nos photos sont bien. On a eu une artiste qui veut nous donner ses arts, genre, puis elle a vraiment aimé ça. Fait que, ouais, aujourd'hui, on a un bel épisode. On a la première fois de l'histoire du podcast. Pourquoi on n'en parle pas? On a une collaboration avec un autre podcast. Fait que, comment j'ai rencontré mon invité? Moi, c'est un ami. On est allé à un mariage d'un ami de l'université. Puis, sur la route, il me disait comment ça va? Non, non. Puis je dis hey, j'ai un podcast, tac. Il m'a dit moi aussi j'ai deux amis qui font des podcasts. Il y a l'autre podcast qui s'appelle 1-2-C, comme la lettre 4, comme un de ces 4. Un de ces quatre. Ouais, un de ces 4. C'est un ok. beau on a un, ouais, puis c'est ça. Puis on a un autre ami à Nicolas qui, c'est ça, il y a un podcast sur les trucs médiévaux. Donc sur l'histoire, je pense qu'il va nous expliquer c'est quoi. Je pense qu'il y a un doctorat en quelque chose. Fait que on introduit notre invité, Alex. Ben oui, Ouais. ben salut. Salut, vous allez bien? Ben oui, toi. Ben oui, merci de m'inviter. Ben oui. Fait que c'est quoi ton nom? Moi, mon nom, c'est Gabriel Côté. J'ai le podcast Ad Medievo Aeternum sur l'histoire, un podcast dédié entièrement à l'histoire du Moyen-Âge, spécialisé sur la place des femmes à l'époque, également sur, dans le fond, la lutte contre l'extrême droite avec le Moyen-Âge. Wow. Ah, puis c'était de quelle époque à quelle époque, mettons, quelle année? C'est du 5e siècle au 15e siècle. C'est sûr que là, Ah ouais, c'est 1000 ans, hein, le Moyen-Âge, c'est une C'est grande ça. période. puis- L'année 1000, c'est ça, ouais. me en semble. fait, ça part à la chute de Rome. Exact. 5e Ah oui. siècle, ça monte jusqu'au 15e siècle. Fait que là, on est en- 472. C'est, oh mon dieu, 492. 92. 72. Ah, ça se peut que ça soit 72. 492. Mais ça- on là, est je- même pas dans les 1000. là. Non, la Genre. chute de Rome, je pense que c'est 472. Je les mélange tout le temps, les deux, là, mais... Il y a un 2 à la fin. Il y a un 2 à la fin. Podcast, là. Ouais, ben les dates, il y en a beaucoup à se souvenir, là. C'est ça. Là, j'ai remarqué, là, ta chemise est genre moitié moderne, moitié médiévale. Ouais. Et donc, ben, tu sais où tu trouves ça? J'ai trouvé. En fait, c'est mon frère qui m'a acheté ça. Il Ah a ouais? trouvé ça, et tu sais, il y a des magasins médiévaux à Montréal, genre Ah ouais? Dracolites, dans ce style-là, là, qui font des espèces d'habits médiévaux. Des fois, c'est purement médiéval, mais des fois, c'est un hybride. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée de renouveler le Moyen-Âge, Ouais, quelque chose ouais. que je supporte beaucoup dans mon podcast. Fait que j'aime ça, ce genre Hey, c'est vraiment nice, man. T'as le collet d'une chemise normale. Ouais. Super clean, Ouais, c'est là. full Ah, clean, ouais. Merci beaucoup, merci ouais, beaucoup. belle C'est chemise, ça. Ouais, belle tout à fait. chemise, Ouais, c'est comme un genre Robin des Bois, genre moderne, là. Ouais, mais ça cache pas médiéval, c'est ça. Ouais, c'est comme- ça. ouais, C'est slick, là. Personne le sait. Ouais, tout. non, c'est Subtil, ça, personne Ouais, ne se c'est doute ça. que je suis un gros nerd. Mais là, c'est ça. T'as des études. T'as étudié en Ouais, histoire. c'est j'ai ça? pas un doctorat, j'ai un bac, mais Ok. j'ai fait une majeure en études médiévales, puis un certificat en archivistique, puis là, je suis archiviste. C'est ça, fait que c'est ma Ok. job, je suis archiviste, moi. Ok, wow. C'est ta blonde qui a un PhD d'abord, parce que Nicolas, il me parlait de ça. Là. Elle a, dans le fond, elle a fait un certificat au 2e cycle pour de l'édition. Ok. Mais non, elle a pas. Elle aussi, elle a arrêté un bac, elle a un bac en linguistique. Ok, c'est ça. Mais là, vous avez. C'est la traduction linguistique? Ouais, elle a travaillé dans le fond, elle fait de la rédaction de contrats, fait que c'est de la traduction, Ah,
changement de terme, tout le kit. Ok. Puis je l'ai rencontré dans mon cours de latin, justement. Wow! Fait Non, mais c'est ça, là. Nicolas me disait que les deux, vous aviez une passion pour l'histoire. puis tout, Oh, c'est ouais, vraiment ben, cool. c'est un gros conflit parce qu'elle, dans le fond, elle s'intéresse à l'Antiquité. Puis moi, je m'intéresse au Moyen-Âge. Puis elle fait ses études classiques. Fait qu'elle s'intéressait justement à Mésopotamie, Égypte antique, Grèce antique, Rome. Puis moi, c'est le Moyen-Âge, la période juste après. Puis on est constamment en conflit sur quelle période est la plus intéressante. Fait que ça fait des beaux débats, c'est bien agréable. Mais oui, quand on part, on peut partir pendant des heures. Mais la date du début puis la fin des deux, c'est clair. Là. Ben, c'est clair jusqu'à un certain point parce que justement, la chute de Rome, elle s'étend sur quand même plusieurs années. C'est pas du jour au lendemain. Bang, ça arrive, les Germains, c'est fait, tout le monde au Mais il y a eu Rome. une moitié, mais sans moi, j'écoute beaucoup puis je lis beaucoup sur l'histoire. Ouais. Justement, là, il y a eu l'Empire de l'Ouest puis l'Ouest. Exactement. Il y a eu la chute, dans le fond, en premier de l'Empire d'Occident, avec ça l'a shooté à Rome avec l'arrivée des Germains. Mais c'est quelque chose qui est justement, on parle d'une chute, mais les Germains vont reprendre beaucoup de choses de l'Empire romain parce que quand tu passes, ben c'est ça, c'est là, les institutions sont là, puis pour gérer quelque chose d'aussi grand que Rome, tu peux pas faire comme dans ton village, en Germania, en Germanie. T'as pas le choix des institutions, puis tu veux t'instaurer dans le pouvoir. Faut jamais oublier que les Germains sont 5% de la population totale lorsqu'ils arrivent comme vainqueurs à Rome. My God! Tu peux pas imposer ta langue, tu peux pas imposer tes lois, t'es obligé de réutiliser les institutions romaines. C'est un des défis. Puis d'ailleurs aussi la fin du Moyen-Âge, ben quand on regarde la Renaissance, la période qui suit l'époque moderne, il y a beaucoup d'emprunts au Moyen-Âge. Et il y en a qui font finir ça justement avec la chute de Constantinople, puis il y en a qui font finir ça avec la découverte de l'Amérique, puis c'est débattu. Puis les dates, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus en siècle en histoire, parce que ça donne cette marge-là de que c'est pas du jour au lendemain que Rome est tombé, c'est fini, Romain, on n'en parle plus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a comme un gaz de changement. Tout le temps. Ouais, mais je me demande, c'est quoi qui est arrivé? Y a-tu comme un nouvel empereur germanique? C'est une Germaine qui a décidé de tout gérer? Non, ben dans le fond, justement, c'est un phénomène hyper complexe, mais c'est parce que Rome, dans le fond, de la façon qu'elle... je vais quand même laisser les classicistes prendre la parole là-dessus, ils sont meilleurs que moi, mais là, ce qu'on comprend du Moyen-Âge, c'est que Rome était constamment sur une idée d'expansion. Sa technique économique, c'était on fait des conquêtes, on renfloue les coffres. Fait que c'est comme ça qu'on paye l'Empire, qu'on paye l'armée. Sauf que Rome, elle a arrêté de grossir. À un moment donné, Elle a pas ça le choix. devient loin. Là. Sauf que là, tu fais comment pour payer? Ben là, tu peux plus voler, tu peux plus piller. Fait que faut que tu taxes. Et c'était tellement rendu intense, ces taxes à Rome. Avec les fermiers. Avec les fermiers, avec les paysans, les citoyens romains. Ben, il y a beaucoup de citoyens romains sur la frontière avec la Germania qui, justement, ont décidé de se vendre. Ben, ils allaient se vendre comme esclaves, littéralement, aux Germains parce qu'ils étaient mieux traités comme esclaves germains que citoyens libres romains. Ça allait vraiment pas bien à la fin. Rome s'est tiré dans le pied. Puis elle a commencé à engager, justement, des Germains pour la défendre. Donc, des fédérés, entre autres. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et ce qui est arrivé, c'est que Rome, il y a plusieurs facteurs, mais Rome a comme décidé qu'elle payait plus les fédérés, parce que c'est pas des Romains, c'est des Germains. Puis les fédérés avaient le droit de garder leur chef, leur équipement militaire, leur stratégie militaire, leur tradition. Mais quand tu payes... Ils ont tout volé, dans le fond. Ben, en fait, c'est parce que quand tu payes des gens pour te défendre, que tu considères comme pas des tiens, puis que tu leur dis de manger de la chenoute, on vous paye plus parce que c'est trop la merde chez nous, mais les gens qui te défendent contre les autres Germains, qui eux sont poussés par l'arrivée des Huns, par un refroidissement climatique, toutes les populations veulent rentrer à Rome pour se réfugier dans des terres justement plus chaudes, là, justement, pour pouvoir faire l'agriculture. Ben, les Germains ont fait, ben, si vous nous payez pas pour vous défendre, puis qu'on est déjà sur place, puis c'est nous votre armée, ben, l'armée, c'est juste retourner de bord. Ben oui. Fait que c'est un long phénomène, ça déboule, mais c'est comme ça, ultimement, que Rome va finir par tomber, puis que les Germains vont finir par prendre le contrôle, parce que Rome était cliniquement mort à la fin. Puis si on prendrait une machine à remonter dans le temps, tu reviens, puis là, t'es César. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire pour empêcher l'invasion? Oh, Seigneur, ça c'est la paix. Premièrement, tu dis de pas faire une salade César. C'est ça. Premièrement, tu vas pas voler le territoire aux autres. Premièrement. En fait, il serait trop tard. Si tu m'amènes à la fin, puis en plus, il y avait une succession constante d'empereurs. Ces empereurs se faisaient assassiner à tour de rôle, remplacés. Tu sais, quand Odoacre, il destitue l'empereur romain, ben, le kid, il a 12 ans. Là. Oui, c'est vrai. Fait que, il est allé sur l'île. Exactement, ils l'ont exilé. C'est le bordel. C'est le bordel à Rome. Fait que, honnêtement, je voudrais pas être là. J'aurais pas voulu être l'empereur à ce moment-là, l'Auguste, là, parce que ça, c'est où? T'es dans le chenoute, il est trop tard. Tu t'es trop étendu. Ton armée, en fait, maintenant, c'est tes futurs ennemis. Tu les traites comme tes ennemis. T'es considéré pas comme des membres à part entière de l'Empire romain. C'est les races, les barbares. T'sais. Puis, ben, quand tu traites les gens de barbares puis que tu t'occupes pas d'eux autres, ben, ils ont aucune raison de se sentir attachés à l'Empire. Puis, ils se sont tirés dans le pied. Ils se sont tirés dans le pied. Après la mort, c'était comme les ennemis. Oui, ils sont affiliés, mais il y a comme la petite. Ben, c'est ça. Au fond, là, je suis pas avec toi. Là. Ben, il y a ça. Dans le petit comment Alex a décrit le moment de rage, ça fait juste. Ouais, c'est ça. Il y a ça, puis en plus.
C'est le fait que les Romains étaient très permissifs, justement, pour les fédérés, ils pouvaient complètement gérer leurs affaires à leur façon. C'est les mêmes techniques militaires, même chef, même équipement, même tradition. Fait qu'eux autres, il n'y a pas eu d'assimilation qui s'est faite, puis les Romains, on voulait pas nécessairement, ils voulaient juste quelqu'un pour les défendre parce qu'ils étaient plus capables de soutenir une forte armée. Ouais, Faut pas oublier, avec la taille de l'Empire, déplacer l'armée, là, c'est un chiard. T'sais, la Germania, ça brasse, mais voyons donc, en Angleterre, justement, ces îles britanniques, ça brasse aussi. Transférer les gens. Il n'y avait pas de jet privé? Il y avait pas de TGV. Il n'y avait pas de TGV, c'est compliqué. C'est ça, rien à La péninsule ibérique, ils vont se révolter. Fait que là, c'est un pack piquant. Un commence à se révolter, puis que les autres se rendent compte, OK, c'est le temps. Ben là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Ça me fait penser à Hitler, genre qui a voulu tellement genre tout avoir. Ben oui. À un moment donné, c'est ça, un peu le même problème, je trouve. C'est un peu la même. Il y avait un comédien qui disait ouais, fait que imagine-toi là, le président là, de ton pays, il se dit hey, on s'en va en guerre contre qui? Tout le monde! C'est un bon plan, ça. Ça va marcher, mais à un moment donné, tu peux pas tout courir. Mais oui. Fait que, Ouais. Non, mais là, ça, c'est la fait penser période à que ça. ta blonde connaît. C'est ça, exactement. Moi, c'est vraiment le Moyen-Âge. Moi, j'aime bien dire que le Moyen-Âge finit avec la découverte de l'Amérique parce qu'il y a un changement dans les mentalités. Je pense plus pour ça que pour la chute de Constantinople, mais ça se défend aussi. Là. Comme Fait que quoi, qu'il y a un changement de... de mentalité, c'est parce que la découverte du Nouveau Monde, là, c'est comme on découvre justement qu'il y a comme quelque chose d'autre de l'autre bord de l'océan. Ouais. Puis là, toute l'énergie politique se transfère vers le Nouveau Monde, vers ce qui va devenir les colonies. Fait que là, c'est comme un gros changement. On fait comme, OK, mais là, c'est parce qu'il y a tout un territoire là-bas qu'on sait pas ce que c'est. Puis là, c'est le but. Là. On commence à produire des navires en masse, d'établir les colonies. C'est un changement avec le Moyen-Âge dans cette mentalité-là. Ça, c'est avant ou après Napoléon, déjà? Ça, c'est avant Napoléon. Avant Quand Napoléon, là. Mais après. Ah ouais, c'est ça, il y a Quand après. Napoléon, Non, Napoléon, il est après le Napoléon Moyen-Âge. savait que l'Amérique déjà existait. Hein? Il a connu l'Amérique, Napoléon. Oh, Ah ouais. ok. Fait que c'est ça. Fait que c'est cette période-là qui m'intéresse. Dans le Moyen-Âge, on a le haut Moyen-Âge, le moyen Moyen-Âge, puis le bas Moyen-Âge, qui sont trois périodes différentes qu'on sépare le Moyen-Âge. Ouais. Puis qui ont comme un peu des caractéristiques très spéciales. Chacune, le haut Moyen-Âge est reconnu pour son instabilité. 5, 9, 10e siècle. Plus 10e que je dis. Il y en a qui disent 11e, mais les Vikings sont encore actifs au 10e. Dans le fond, ça se termine, dans le fond. En fait, excusez, ça commence avec les invasions germaniques, la fin de Rome. Ouais. Ça se termine avec les invasions magyars, ce qui va devenir les Hongrois, les invasions, en fait l'expansion musulmane et les invasions vikings qui vont se pacifier. Quand ça termine, on arrive avec un climat de paix, qui est le Moyen-Âge central, donc ici 11, 12, 13e siècle surtout. Ce qui arrive dans ce moment-là, c'est l'époque des croisades, c'est l'époque de la féodalité. L'Europe se pacifie à l'interne parce que les invasions sont arrêtées. Puis il y a un sentiment de paix, il y a un réchauffement climatique qui se passe aussi à ce moment-là. Fait que Justement quoi? En fait, c'est La périodicité. exactement. Tu sais, dans l'histoire, il y a des réchauffements, des refroidissements. Ça a juste à donner. Ça a juste à donner qu'il y a eu un réchauffement climatique. Ça l'a paru sur la démographie de 1200 à 1300. Donc, justement, on observe dans certaines régions d'Europe, la population triple. Wow, triple! Population triple. La population, dans le fond, elle va tripler en 100 ans. Elle va tripler en 100 ans. Elle va En doubler. 100 ans? C'est fou. Il était combien, à peu près? Les estimés en nombre, c'est tout le temps hyper compliqué parce qu'il n'y a pas de recensement pur. On peut juste faire des estimés, mais c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en couple de millions, là, ça peut doubler, tripler. Là, mais c'est sûr que pas la population d'aujourd'hui. Aussi, l'espérance de vie, c'était pas la même chose. Contrairement à ce qu'on pense, au Moyen-Âge, on mourrait pas à 15 ans. Là, on mourrait souvent autour de 40-50 ans. Quand même raisonnable. Mais ce qui descend, en fait, la moyenne, c'est la mortalité infantile, qui est, elle, excessivement forte. L'accouchement, il y a plein de risques d'infection, c'est super dangereux, on n'a pas les outils. Si l'enfant dit mauvais bord, s'il reste pris, souvent l'enfant va mourir avec. Il n'y a pas de césarienne possible encore. C'est l'enfer, c'est super dangereux, les conditions sanitaires, du mieux qu'ils pouvaient faire, c'était pas là. C'est ça. Fait que la peste, c'est durant le Moyen-Âge. C'est justement la dernière partie du Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, 14-15e siècle. Ça, ce qui est assez particulier, c'est que c'est comme la partie que j'aime appeler comme qui va donner une mauvaise réputation au Moyen-Âge. Ouais. C'est la guerre de 100 ans. C'est la peste qui va ravager les populations. Là, on parle de plusieurs millions de morts en quelques mois. Là, dans certaines régions, on parle de 30-40% de la population qui va mourir en genre 8 mois. Là. La peste, là, c'est horrible. C'est horrible, horrible. 40%, énorme. Il y en a qui vont même jusqu'à 60. Je trouve que c'est un peu intense, mais encore une fois, c'est tellement dur de savoir. Il n'y a pas dans le recensement. Là, J'avais entendu dire aussi, moi, que j'aime bien cette fun fact-là. Je sais pas si tu me diras si c'est vrai ou pas, là, mais
pourquoi les gens ils disaient que les femmes c'était des sorcières, c'est qu'il y avait des chats, puis les femmes aimaient plus les chats, puis les chats ça chassait les souris qui eux propageaient la peste. Fait que là ils disaient hey, ben vu que t'as pas la peste, genre qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait genre une incantation, puis là t'es pas touché, non. Fait que là je sais pas si c'est les chats qui mangeaient les souris. Ben ils chassaient, fait que les souris pavanaient pas dans la maison, fait qu'ils étaient pas dans la maison, ils mettaient pas ça, genre je sais pas si c'est en fait, pour être bien honnête avec toi, j'entends ça souvent. Puis en fait, le mythe des sorcières, c'est plus quelque chose qui va arriver après le Moyen-Âge. C'est sûr ça restait, c'était dans l'imaginaire. Dans le même coin, c'est dans l'imaginaire du Moyen-Âge, mais tu sais, les chasses aux sorcières, cette idée-là, c'est quelque chose de la Renaissance, pas du Moyen-Âge. Par contre, j'ai entendu parler de cette histoire-là à plusieurs reprises, puis j'ai jamais trouvé de source qui confirmait que ça s'est vraiment passé. Fait que je regarde tout le temps ça avec un peu de restreint, mais ça serait pas faux dans le sens que la peste noire, le nom de la maladie, c'est la Yersinia pestis. Puis ça, dans le fond, c'est une puce, un parasite qui grimpe sur les rongeurs. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se loger dans l'estomac du rongeur, puis elle va manger. Dans l'estomac? Ouais. Je pensais que c'était des puces sur la fourrure. Ça va dans la fourrure, mais ça attaque l'estomac. Puis ensuite, ça va justement manger ce qui passe par l'estomac. Ça va digérer. My God! Fait que les rats vont toujours avoir vont toujours avoir faim. Et ça les rend, à cause de la douleur et de tous les effets, excessivement agressifs. Fait que ce que ça faisait, c'est que les rats allaient mordre les gens. Mais étant donné qu'il y avait du sang, le parasite était dans la salive. C'est un petit parasite, là. C'est tout petit. Ce que ça rentrait chez les gens, puis là, les gens étaient infectés. Oh et my puis, God! aussi, c'est attrapable à l'air. La souris, elle s'est mangée. Mais... ça les rendait hyper agressifs. Il y a des histoires, tu sais, c'était ça qui est intéressant. On voit des fois dans un texte que ça parle que justement les gens sont attaqués par les rats. C'est assez particulier parce que oui, les rats. Oh my God! Ben c'est ça, tu sais. Non, mais la nuit, là, t'es comme qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, souvent les gens se faisaient mordre, c'est comme ça qu'ils l'attrapaient. Mais la plus grande façon de l'attraper, c'est par la voie respiratoire. OK. Parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que si tu l'attrapais par la voie respiratoire, quelqu'un toussait, puis mettons, t'avais justement, là, comme on a vécu avec la COVID, les particules, les affaires à la main, tu pognes la Yersinia pestis, elle se loge dans tes poumons. Elle fait des bubons. Là, ce que vous voyez, c'est les gros trucs qui ont sur le contact de la peau. Quand c'est par voie respiratoire, c'est dans les poumons que ça se passe. Tu te mets à vomir du sang, à tousser sans arrêt. Tu meurs normalement en 24 heures. Ça tue. C'est ça. 24 heures! C'est excessivement. Encore aujourd'hui, maintenant, on a des antibiotiques pour de la Yersinia pestis, on peut la tuer. Mais tu niaises pas avec ça. Là. Après 5 jours, là, tu peux être vraiment... Là, on a développé une résistance. C'est ça qui est assez spécial. Mais ceux qui ont survécu à la peste noire... En fait, c'est comme ça, je pense qu'on peut mieux expliquer l'impact de la peste noire. On n'a pas oublié. Dans nos gènes, encore aujourd'hui, on a des génomes, je sais pas comment appeler ça, je suis pas biologiste, je m'en excuse, mais qui nous protègent de la Yersinia pestis. Spécifiquement. C'est gravé dans notre ADN. Ça a laissé des marques. Incluant-nous, là, tout le monde ici. Tout le monde ici. Tout le monde. Tous ceux qui ont survécu à la peste, ça a laissé des marques. Mais c'est ça que je pense, c'est ça à cause de ça justement que les Premières Nations du côté Amérique, il n'y avait pas ça. C'était exactement ça. Ben c'était pas la Yersinia pestis. C'était ça. Je sais pas si c'était spécifiquement la Yersinia pestis, mais il y avait beaucoup de maladies, scorbut, peu importe. Effectivement, il y a beaucoup de maladies qu'on a. Les Européens ont fini par résister à cause de l'élevage. Les animaux, ils développent des maladies. On s'est habitué au fil du temps. On a développé une résistance entre autres. Mais les Premières Nations, ayant tout le temps accès à des aliments frais, ne faisant pas, parce que je me souviens de mémoire de mes cours, mais ne faisaient pas d'élevage au même titre qu'en Europe, là. Ce que ça fait, c'est qu'il n'y avait pas les anticorps, entre autres pour la peste. Il y a plusieurs types de peste, plusieurs maladies comme le scorbut qu'eux, ils n'avaient jamais eu, n'ayant aucun anticorps pour résister, ça les a complètement dévastés. C'est-tu à cause que justement on a juste serré la main puis le bam, c'était fini, genre? Oh non. Il y a eu le contact comme ça, mais à un moment donné, justement, l'Empire espagnol, dans son désir de justement de se nettoyer les Aztèques, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les malades, il roulait dans des couvertes, puis il donnait les couvertes aux Aztèques, ils les vendaient, puis décimait la population complète. Wow. Guerre bactériologique, très. Caché découverte. Puis ils les ont tués comme ça. Ben, il y a eu des conquêtes militaires aussi, même si les Aztèques étaient de très bons combattants face à poudre à canon, ça change les mais c'est ça, je me suis dit, genre, tu sais, comment tu recharges à 12 minutes, là, t'as le temps là, de charger à personne, non? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a... Ok, Jérémy, il meurt en premier, mais là, après, il est juste derrière, là, non? Ben oui. Je sais pas. Jérémy, mais non, mais c'est un bon point, tu sais. C'est pas un nom aztèque, ça? Non, pas vraiment. Mais en plus, c'est que Saint-Jérôme, c'est pas aztèque, ça? C'est sûr, encore une fois, c'est pas ma période, mais j'ai eu des cours ces Aztèques parce que moi, si je faisais pas le Moyen-Âge, je faisais l'histoire précolombienne. Moi, je m'avais bien gros intéressé, puis j'ai fait quand même beaucoup de cours. C'est intéressant parce que la conception de la guerre chez les Aztèques, c'est même pas la même qu'en Europe. Là. En Europe, à cette époque-là, on fait la guerre quasiment comme un sport. On s'est rendu compte à cette époque-là, ils se sont dit, on fait toujours la guerre. On fait toujours la guerre. C'est normal, on devrait toujours faire la guerre. Fait que ça change avec le Moyen-Âge,
aussi, c'est qu'on va essayer de faire conquête de son ennemi, mais on veut jamais l'exterminer. On veut juste gagner pour avoir comme un sport, ressources, un allié. Là, En fait, même pas d'avoir un allié, c'est Des juste de pouvoir ressources. des ressources, puis de jouer au jeu, tu sais. Fait que là, on veut pas détruire les Français. Mettons, les Anglais veulent pas exterminer la France. Ils veulent juste gagner contre eux autres, avoir des petits territoires. C'est une façon pour un empire à l'époque de se garder en santé, c'est de se faire la guerre. C'est complètement déconnecté de la réalité. Mais à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Les Aztèques, eux, il n'y avait pas de mérite à tuer à la guerre. Le mérite, c'est de capturer vivant son adversaire. C'est bien plus difficile de capturer un être humain en combat que de le tuer. Mais de le capturer pour l'amener, pour se faire sacrifier. Ramener une proie, te chasser l'homme, tu peux nourrir le soleil. Tu peux nourrir le soleil. Ben, c'était comme ça, tu sais. C'est excellent, c'est une belle phrase, ça. Tu peux nourrir tu peux nourrir le soleil. Mais tu sais, la conception de la guerre n'est même pas la même. Puis, fait tu sais, il y a ces enjeux-là. Ouais, le film Apocalypto, là. Excellent. Oh my god, que c'est bon, man. J'adorais ça. Moi, quand j'étais quand même jeune, quand j'ai regardé ça, j'étais comme tabarouette, man. C'est fou, raide, mais j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est un super bon film. C'était excellent. C'était-tu bien dépicté ou. Du peu que je sais, oui, quand même. Ça m'a vraiment surpris, considérant que tu regardes d'autres shows historiques, puis tu penses c'est tout croche, là. Mais... Ben, justement, y a-tu genre, c'est quoi le pire film que t'es comme, oh my god, mes yeux ils saignent. Nicolas Cage, là. Avec tous les films, je pense, d'histoire, j'ai vu avec ma blonde, c'est l'enfer. Ah ouais? J'en ai pas vu un que... Oh non, dis-moi pas que les Vikings, c'est pas bon. Hein? Les Vikings. Non, les Vikings, non, je suis désolé. Les Vikings, premièrement, il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas existé nécessairement en même temps ou qu'on n'est même pas sûr qu'ils ont existé. Les habits, c'est ce qui est le pire. Les Vikings, là, c'est des popounes. Au Moyen-Âge, là, en fait, c'est ridicule, mais on a des textes qui nous sont parvenus qui expliquent que quand justement les Danois vont commencer à avoir le Danelaw et à s'instaurer dans la noblesse en Angleterre, ben il y a un problème avec les Danois, c'est qu'ils volent toutes les femmes. Parce qu'ils se lavent, parce qu'ils sont courtois avec les femmes, puis ils prennent soin de leur apparence. Ils se baignent leurs cheveux, ils ont des beaux habits. Les Vikings, c'est vraiment des vêtements. Des princesses. C'est des princesses. Les bijoux aussi, les femmes. Très bijoux. Les bijoux chez les Vikings, c'est incroyable. Ah ouais. Le talent. C'est magnifique. Mais c'est quoi, tu disais, ils volent les femmes pour? Ben, en fait, c'est parce qu'ils étaient tellement courtois. C'est pas question. Alors, ben, en fait, c'est ça, c'est que ce que ça démontre, c'est que contrairement aux Anglais, justement, les manières des Danois étaient tellement plus élevées que les femmes allaient vers eux autres. Fait qu'une morale à se retenir en histoire, si vous voulez séduire mesdames, lavez-vous, gagnez propre, habillez-vous comme faut, puis soyez courtois. Il y a une petite culotte de peau, là, c'est ça? Non, mais c'est ça les en chest tout le temps, c'est sûr qu'ils sont down, là! Ben, tout ça, tu vois, c'est les gros stéréotypes en chest. Personne vit en Scandinavie en chest. Ah non, c'est ça. La température, ça ne permet pas, là. C'est des gros habits de couleur vive, souvent, surtout pour la noblesse. Ça, c'est le pavanage viking est assez impressionnant. Ouais. Fait que, non, Viking, justement, c'est les vêtements les plus dégueulasses. Ça, c'est complètement ridicule. Même la façon d'appeler ça, c'est le Valhalla. C'est complètement faux. Puis, ils sont tous habillés comme en truc brun-lette, là. Puis là, ils sont tous comme, ils ont des casques des fois à cornes, là. Puis t'es comme, non, casque à cornes. Non, ouais, c'est ça. Dans le film, c'est comme ça, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, pas en tout. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec les cornes? Justement, il y a un show humoristique. Ben, c'est ça, il y a un show humoristique, ça s'appelle C'est-tu Norseman? Non, Norseman. C'est génial. Puis ça, c'est mieux fait? Oui, c'est mieux fait parce qu'il rit des stéréotypes des Vikings. Là, genre, pourquoi tu mets un casque à cordes? Il est juste comme, c'est la mode. Comme tu vas faire quoi avec ça? Tu vas empaler quelqu'un, t'as une épée, tu tapes dessus, ou du singe. Oui, puis le premier épisode, c'est ça, ils sont sur le top d'une montagne, puis il fait. Ok, là, c'est qui se sacrifie pour le gros dieu? Puis ils les regardent tout en bas, puis ils font. Ah ouais, toi, fais-le! Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. On l'aime pas finalement. Est-ce qu'on commence à être correct? Alors, c'est ça, exact. On peut l'aimer une autre fois, là. C'est ça. Pas besoin de montrer de même. Le soleil, il est pas si fin que ça, là. En tout cas, j'ai entendu ça en Aztèque, là. Mais c'est ça, tu sais, les séries Vikings, c'est bien des stéréotypes qui ont été rendus. Ça reste un bon show, ça reste agréable à regarder. Moi, j'ai bien aimé quand même pour l'aspect cinématographique, mais historique, c'est pourri. Au moins, les batailles, c'était-tu bien. Non, même pas, hein, c'est ça. Le gars, mais ça, de la bataille du pont, là. Ah ouais, là, puis il arrive avec l'autre bateau, puis là, il brise. Il apporte des gars en bateau, il brise les espèces de pieux en bas. Ça, c'est-tu, non? Ben, c'est sûr que, tu sais, les batteurs navals, les Vikings, c'est leur grosse expertise. Surtout qu'à l'époque, là, on vous amène au 9e siècle, il n'y a personne sur les eaux, là. C'est tellement le bordel à l'interne au Moyen-Âge, il y a beaucoup d'instabilité. L'Empire carolingien de Charlemagne vient de s'effondrer, ses fils se sont tous séparés, c'est le bordel. Les gens sont trop occupés à se battre sur la terre pour s'occuper des eaux. Puis les Vikings, ce qu'ils font la majorité du temps, c'est qu'eux, c'est pas compliqué, là. Ils ont vu, OK, c'est super instable en ce moment sur les côtes d'Europe.
il y a des monastères bourrés d'or avec des gens qui n'ont pas le droit de se défendre, qui n'ont pas le droit de porter d'armes. C'est des frères. Puis c'est ça, les Ah, moines, tu sais. ouais. Puis ils sont... Je veux dire, il y a personne qui peut les protéger, ils n'ont même pas le droit de se battre. Fait qu'ils font juste arriver en bateau, ils débarquent, ils tabassent, ils prennent, ils s'en vont, puis personne ne s'est rendu compte de rien. Ouais, Puis c'est ça, en fait, l'expansion viking, c'est pas une affaire de bravo ou les grands guerriers du Nord, non, c'est c'est ça. ridiculement facile, ils sont crampés. Ah non, Ouais, c'est ça. C'est des pirates, la pirate. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien Oui, dicté, au c'est- moins dans. ouais. C'était beaucoup ça, là. Il y avait beaucoup de. Il arrivait dans un monastère, là, il faisait juste comme, ben, tu sais, si tu fais rien, on te frappe pas. Parfait, donne-moi l'ordre, frappe pareil, là, tu sais. Fait Ouais, que- c'est ça où tu prends les esclaves, c'est C'est ça, tu ça, prends ouais. 3-4 esclaves, puis Ouais. ils se battaient un peu, mais ça servait à rien. Puis le truc, c'était ça, c'était d'être capable de partir avant même que l'information se rende, tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. Fait que là, c'est des in and out. Des in là, and out, ça, puis là tu t'en vas au prochain monastère, puis tu fais des ricochets, puis tu voles. Puis là, à un moment donné, à force de faire justement ces raids, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance, mais on peut se permettre. Ils vont commencer à hiverner sur des îles proches des côtes, comme ça ils peuvent retourner au printemps. Mais là, maintenant, plus ça avance, plus ils se rendent compte que, hey, tabarouette, on est capable d'aller plus loin, on peut s'organiser. Puis plus c'est rentable, ben, plus en Scandinavie, on entend que c'est rentable. Il y en a plus qui disent, hey, On le fait aussi, on le hein, fait c'est aussi. ça. Fait que là, il y a vraiment un mouvement qui naît. Là. Fait qu'il y a un désir de justement partir. Il y a plusieurs théories de comment ça a commencé. Mais il y en a que, voyons donc, ils affirment c'est à cause des maisons Hall. Les Vikings avaient des grandes maisons chefs. Puis il y en a un qui est Ender Winroad, si je me souviens bien de son nom. Sa théorie, c'est que tout est parti de là. On voulait avoir le hall le plus prestigieux. Fait qu'on allait chercher des richesses. Mais je pense plus sur la théorie de Régis Boyer que dans le fond, c'est premièrement, il y a un développement de population assez fort. Les gens doivent. Il y a aussi un enjeu que chez les Scandinaves, contrairement, mettons, chez les Germains francs, c'est qu'entre autres chez les Danois, c'est que c'est le fils aîné qui va hériter des terres. C'est ça le problème de la dynastie franque, c'est qu'on sépare la terre entre les fils. Fait que si t'as un empire, ben tu te divises en trois, c'était 3 fils. Mais là, le fils, il n'est pas la grosse partie, puis moi je veux cette partie-là, fait une c'est guerre ça. interne, tout le temps. C'est toute l'histoire franque, c'est ça, c'est genre. Ouais, finalement, mais même si t'es l'aîné, les deux petits, dis moi aussi je veux l'avoir. ben, souvent, il peut y avoir des conflits, mais souvent, ce qui arrivait, c'est juste les gens partaient. On va Ah, aller ouais. m'établir ailleurs. Fait que ce désir de s'exporter, tu sais, les Danois se sont peut-être un peu plus concentrés, ok. on sait, sur les conquêtes. La Norvège, on peut voir qu'il y a plus un mouvement de colonisation qui s'est fait, entre autres, à travers l'Irlande, la fondation Dublin. Dublin qui a été fondé par les Norvégiens. Arrête. Ah, C'est- ouais. il y avait déjà quelque chose quand ils sont arrivés, là, mais c'est eux qui ont industrialisé puis qui ont fait de la cité. L'Islande, Groenland, même Ouais. Ouais, ce qui arrive au Canada, on estime que c'était majoritairement. C'est dur à déterminer parce que quand les sources parlent des Vikings, ils disent pas les Norvégiens, les Danes, des Danois. ouais. Puis ça, aujourd'hui, c'est ça, on dit les Vikings. Puis en plus, Danois, Norvégiens, à l'époque, c'est un terme large. C'est plein de micro-clans. Il n'y a Ouais, pas c'est d'unité ça, ouais. sociale. Fait que tu sais, c'est les Gits et les Youls. C'est plein de petits clans. Fait que les Québécoises blondes viennent de là! Non, Non, pas en ah, tout, bon. pas en tout. Ça Laisse vient faire. pas de là. Non. Mais c'est ça. Fait que, puis on sait les Suédois, eux, ben justement, ils se sont concentrés sur l'Est. Ils sont allés en Russie, puis se sont rendus jusqu'en à Bagdad. Mon Dieu, Seigneur. Oh my Puis- God. Ok, au sud. là, Ouais, ils c'est descendaient ça. la Volga, puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est Oh. qu'ils descendaient, ils pillaient, puis ils ramassaient les esclaves, ils les vendaient à Bagdad, ils remontaient, Oui. ils volaient des fourrures, ils remontaient, des fois ils inversaient, fait qu'ils étaient capables d'avoir. C'est très très lucratif. Là, en Suède, là, le nombre de pièces d'or, je me souviens pas par contre, mais je pense que c'était comme on a trouvé à peu près 8000 pièces d'or au Danemark, je pense. Non, 12 000, Norvège, 8000, puis genre 52 000 en Suède. Là. L'économie, Wow. ça roulait. Là. Ah ouais. Fait qu'eux, ce sont les trois grands aspects des expéditions vikings. Là. L'aspect de conquête, exploration, colonisation, puis économique. Il était smart. Oui, c'est ça la devise d'un bon viking, c'est de taper où là où le gars regarde pas. tu sais. Voilà, c'est ça. Puis à quel point on a eu genre des. Tu sais, en quel point les coffres sont encore remplis de ça, de ces richesses-là dans ces pays-là encore, qui viennent de cette époque. Oh mon Genre, Dieu, Seigneur, j'en ai aucune idée. Ouais. J'en ai aucune idée. Tu sais, c'est sûr qu'on en découvre tout le temps. Souvent, les gens, ils les cachetent. Il n'y avait pas de banque à l'époque, fait qu'ils creusaient des trous, Ouais. puis ils sacraient dedans dans des coffres. Mais en trouves-tu encore? Ouais, ils en trouvent tout le temps. Ah ouais, hein? Ils trouvent. Puis là, de plus en plus, l'archéologie, ça a commencé avec le réchauffement climatique. Ben, il y avait des places que c'était gelé bien dur, dégelé. Puis là, hey, tabarouette, il y a un bateau ici. Ah, tabarouette, il y a des gens qui c'est ça. Puis il y a eu un changement de mentalité à propos des sagas aussi. Avant, on disait juste, OK, c'est complètement des fables, ça n'a pas de valeur historique, on devrait pas écouter ça. Mais on a commencé à se rendre compte que bien des affaires que les sagas disaient, oui, il y a des aspects mythologiques dans les sagas, mais il y a des aspects historiques aussi. Tu sais, la découverte justement du Vinland, on était comme c'est impossible. Du Vinland. Le Vinland, c'est Terre-Neuve, la terre Ok. des vignes. Là. Puis dans le fond, le Vinland, quand il se serait
rendu là, on s'était dit, il n'y a aucune chance qu'ils se soient rendus à ce qui ressemblait à l'Anse aux Méadows, en Terre-Neuve. Puis on a fait des fouilles, puis on a oui, exactement. Ils étaient là. Puis ils se sont rendus, ont fait le test. Ils sont partis de Drakkar, je pense, de Norvège. Ils ont fait tout le trajet, voir s'ils pouvaient arrêter. Dans le fond, le trajet, c'était souvent, tu pars de la Scandinavie, Islande, Groenland, Canada. Ah ouais. Puis, yes, c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Puis dans le fond, il s'est rendu aussi Leif. On parle beaucoup du Vinland, parce que c'est là que c'est établi. Mais dans le fond, il y a plusieurs versions sur comment il l'aurait découvert. Il y en a une que c'est arrivé direct au Vinland, mais il y en a une autre, celle dans la saga du Groenland, que j'aime un peu plus parce qu'elle est plus proche du manuscrit originel, on pense. Okay. C'est qu'il est passé là, il s'en allait au Groenland, il aurait été balayé par une tempête. Il a vu probablement les terres canadiennes, sachant pas trop si c'était Vinland ou whatever, mais il s'est dit, là, les gens leur ont demandé, c'est ce que la saga du Groenland dit. Un des membres du navire, il dit, tu es sûr que c'est Groenland, ça? Non, je suis pas sûr. Fait qu'il il serait remonté, puis il aurait finalement retrouvé son chemin. Puis son père, il aurait dit, t'es en train de me dire que t'as potentiellement découvert une terre, puis tu n'as même pas accosté pour y donner un nom, t'es un imbécile fini. Ouais. Puis tout le monde riait de lui, ouais, t'as vu une terre, tu l'as même pas regardé. Fait qu'il a fait, OK, manger de la merde. Fait qu'il est redescendu. Le printemps d'après, puis là, il aurait descendu, il serait arrivé au Nunavut, il l'aurait appelé Elualand. Elualand, ça veut dire terre plate, parce que au Nunavut, c'est plat. Fait que c'est comme ça qu'il l'aurait appelé. Il serait descendu au Labrador, fait que il l'aurait appelé Markland, qui veut dire en norrois la terre boisée, terre de bois. Puis ça, c'est hyper stratégique pour le Groenland, parce qu'une civilisation navale a besoin de bois. Pour Groenland, il n'y a rien. Il n'y avait pas de bois, il n'y a pas de forêt. Là. Fait que le Markland, c'était là qu'ils allaient justement chercher leur bois. Puis il a descendu encore un peu plus bas, puis il est arrivé au Vinland. Puis si tu regardes sur le chemin, là, Labrador, l'Anse aux Méadows, c'est pas mal là où t'atterris. Fait que ils ont décidé de choisir cette île-là. Ils ont fait le tour pour s'assurer que c'était une île, parce qu'il y a quand même cette idée-là chez les Vikings de on s'installe sur une île comme ça, s'il faut aller faire des raids ou aller chercher, on a une sécurité. On n'est pas atteignable. On n'est pas atteignable. Tu peux juste marcher ton armée. Faut que c'est tough, là, faire embarquer. Faut que tu aies les équipements. Faut que tu ailles le bois, faut que tu ailles marcher tout le bain. C'est quelque chose qui font très traditionnel. C'est ça, puis c'est de là qu'ils ont descendu le Saint-Laurent. Ils ont commencé à faire leur petite expédition. Ils sont déjà allés à Montréal? On estime que c'est peut-être... On se rendu à Montréal. On sait qu'on passait Québec, mais on sait pas jusqu'où exactement, c'est pas clair. C'est sûr qu'il y a des vignes sur les bords du Saint-Laurent, proche de Montréal, mais c'est comme historiquement, je sais pas si ils sont encore là, mais il y avait des petites vignes, là. Fait qu'on estimait que peut-être qu'ils se sont rendus jusque dans le coin, mais ils vont être interceptés très rapidement par les membres des Premières Nations qui vont se demander qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est donc bien propre. En fait, eux autres, surtout ce qu'ils vont se rendre compte, c'est les bateaux, tu sais, parce qu'au niveau hygiène, les Autochtones, on n'a pas grand chose à leur reprocher. Ils étaient spick and span sur ben aussi? Ouais. De ce qu'on sait, encore une fois, je vais laisser les experts à la période parler, là, c'est pas ma période, mais au niveau de la santé, en fait, le terme que les Vikings vont leur donner, c'est skraeling. En norrois, ça veut dire skraeling, ça veut dire malade ou chétif. Pourquoi? Parce qu'ils sont minces, ils sont suaves. Mais justement, tu sais, chez les dans les communautés autochtones, justement, tu sais, être en forme, se déplacer constamment, il y a aussi une longue tradition de chasse. Évidemment, c'est des gens qui étaient très en forme. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup. Les Vikings sont comme, ils courent vraiment vite pour des gens qui courent dans le bois. On sait pas exactement lesquels, parce qu'ils savent pas, mais on voit très clairement que, tu sais, les Vikings sont très rapidement overwhelmed par les Premières Nations, ont pas le contrôle là-dessus. Puis les Premières Nations ont zéro peur d'eux autres, parce qu'ils savent, ils ont le nombre. Les Vikings, sur un bateau, tu peux en fitter, ça dépend des modèles, mais c'est 50, on peut aller jusqu'à 50, 60 individus. Non, mais tu sais, tu regardes les Iroquois, tu sais, c'était des. Non, mais on avait estimé, je pense, c'est 80 millions, genre, de toute l'Amérique, tout ensemble. Moi, je pense que j'avais vu à un moment donné l'estimation la plus proche, c'était 80 millions. Amérique du Sud, Amérique du Nord, tout inclus. Ever, all. C'est ça. Puis en plus, pour la superficie de territoire aussi, c'est impressionnant. Il y a presque personne au mètre carré, tu sais. Fait que, mais sur le fleuve Saint-Laurent, c'est sûr que c'est les tribus sédentaires, parce que c'était là qu'il y avait les terres agraires, puis ils étaient plus nombreux, plus organisés. Puis du moment qu'ils ont vu Drakkar arriver, tout de suite, ils voulaient commercer, selon les sagas du Groenland, un intérêt fou raide pour le lait puis le fromage. Parce qu'eux, ils en ont pas, ils font pas d'élevage. Fait qu'eux autres, c'est ça qui les intéressait, tu sais. Fait que là, ils ont dit OK, mais là, ce moment donné, Première Nation, ils ont fait comme OK, l'affaire qui brille à ta ceinture, qui ressemble à une arme, c'est quoi, tu sais? Puis là, les Vikings ont dit vous vendez pas vos armes, parce que si on vend nos armes, comment on va se défendre? Ouais, c'est ça. Puis finalement, il y aurait eu un accident dans un établissement proche de Saint-Laurent où un membre des Premières Nations aurait essayé de voler l'arme de quelqu'un, puis l'esclave, le troll, comme ils appelaient ça, s'est défendu, puis il l'aurait tué, puis les Premières Nations seraient parties
Puis là, ça s'est corsé. Parce que là, justement... Quand ils revenaient, ils ont fait ils sont pas gentils, ces bonhommes-là. Il y a 2 versions, encore une fois, avec la saga d'Éric Le Rouge et la saga du Groenland, là, sur comment la confrontation s'est passée. Mais dans celle d'Éric Le Rouge, ce qui est cool, c'est que dans le fond, il se serait fait attaquer, surprendre par les Premières Nations et ils ont fui. Les Vikings, oubliez ça, s'ils gagnent pas le combat, ils se battent pas. Là. C'est smart. L'idée de on va se battre jusqu'à la mort pour Non. Le Valhalla, mais il y avait un peu le Valhalla. Oui, le Valhalla, c'est tout. C'est C'est au centre de leur culture, il y avait ce concept. Van Hall ou Van Halla? En fait, Valhalla, c'est la version norrois, parce que Valhalla, c'est la francisation. C'est comme Drakkar. Drakkar, c'est pas le vrai mot. On dit Knorr. Mais plus tard, on va franciser ça, parce que c'est plus facile à dire. T'sais. Comme Valhalla, ça se dit mal en français, mais Valhalla, ça se dit pas mal mieux. Fait que, tu sais, il y avait tout. Ben, il y avait toute cette culture-là, hyper autour de l'idée de la vie après la mort, mais il y a tellement de vie après la mort chez les Vikings. Il n'y a pas juste le Valhalla, il n'y a pas juste Hell. Tu peux aller à plein de places. C'est très compliqué la cosmologie scandinave, mais quand ils gagnaient pas le combat, ils se pointaient pas, ils sont pas stupides, ils veulent gagner. Puis ce qui raconte l'histoire, c'est quand même fou, c'est l'histoire de, voyons donc, Freydis Éric Dautir, j'ai oublié son nom pendant un instant, comme quoi on se souvient pas de tout en histoire, mais Freydis Éric Dautir, fille d'Éric, est enceinte dans la saga d'Éric le Rouge. Puis le groupe part en courant, puis elle arrive pas à suivre le groupe. Fait que la saga, elle raconte que, elle traîne. Elle est pas capable, c'est enceinte, la couille sa bédaine. Puis, à leur Puis, ils courent vite en plus. ils connaissent le territoire, sont super en shape. Ouais. C'est des gens qui étaient très en forme, qui prenaient pas, mettons, d'alcool, les affaires. Là. C'est des gens, là, puis ils connaissaient le milieu, c'est des chasseurs hors pair. Là, ils étaient capables de. Pensez, le survivre au Canada. Regarde comment les colons français se sont démerdés quand ils sont arrivés. Ouais. Eux autres, ça fait des millénaires qu'ils sont sur ces terres-là. Ils la connaissent par cœur, connaissent toutes les arbres. Vraiment, là, c'est dans la culture en plus. C'est ça. C'est une tradition orale, puis c'est partagé depuis des... En tout cas, imbattable sur le terrain. Les Vikings se font torcher, ils comprennent même pas ce qui arrive. Puis la femme, Freydis, est pas capable de suivre. Puis elle leur crie, vous êtes bien des lâches, ils sont chétifs, hein? On rappelle les chétifs, vous êtes plus large, hein? plus gros. Battez-vous, là, tu sais, gang de pouilleux, là, gang de pouilleux, quoi. Battez-vous, tu sais. Mais ils s'en foutent, ils veulent survivre, ils veulent leur vie, eux autres. Et Freydis se fait encercler par les Premières Nations, qui ont été capables de la rattraper assez facilement, la pauvre est enceinte. Et selon la saga d'Éric le Rouge, elle a baissé ses vêtements pour dévoiler sa poitrine. Elle a pris une épée d'un viking mort au combat, avec dans le fond, une roche plate dans le front, ce qui concorde avec son cercle archéologiquement des frondes et des équipements utilisés. Elle a pris l'épée, elle a frappé le plat de la lame contre sa poitrine, puis elle a hurlé le plus fort qu'elle pouvait vers les Premières Nations. Et selon la saga, les Premières Nations ont fait... Les autres cours, on va s'occuper, là, on va la laisser tranquille, finalement. Wow! Il l'aurait laissé tranquille, puis il aurait finalement trouvé des armes, lorsqu'ils en ont tué quelques-uns. Et la saga rencontre un phénomène quand même intéressant, puis ça, dans la saga d'Éric le Rouge et du Groenland, ça concorde. Il aurait pris une arme des Vikings, puis il aurait, avec une hache, il aurait frappé dans l'arbre. Puis il aurait été très surpris du mordant du métal, parce qu'il n'y avait pas de métallurgie. Ils ont dit, OK, wow, mais il y en a un qui aurait été sceptique. Et là, il dit, pas sûr que c'est meilleur que notre matériel. Il va pointer une roche, leur tomahawk était fait en pierre. Il pogne la hache, swing ça contre la roche, la lame à fend. Il la jette, plus intéressé, c'est une arme de schnout, puis il continue leur chemin. Fait que c'est quand même intéressant parce que. Puis là, ce qui est cool, c'est que ça y a certaines concordances avec le fait qu'il n'y avait pas de métallurgie, le fait qu'il n'y avait pas de fromage, puis qu'ils se sont intéressés à ça. Ça fait du sens, c'est logique. C'est différent. C'est ça, il y a une différence, puis ils se sont intéressés à ça. Mais après, on pense que ça a été finalement beaucoup plus longtemps qu'ils seraient restés justement en Amérique du Nord, les Vikings. On pense peut-être 200-300 ans finalement. Au début, on pensait comme 3-4 générations, plus comme une ou deux, là, mais 3-4-5 générations peut-être. Puis ils ont été chassés. Et finalement, ils ne pouvaient pas gagner, ils étaient pas assez nombreux. Puis Première Nation, c'est tellement plus difficile de s'exporter. C'est compliqué. Puis le climat est pas facile. Eux, c'était pas un problème pour les Premières Nations. Ils sont chez eux, ils connaissent le territoire par cœur, connaissent les eaux, connaissent tout, connaissent les terrains de chasse. Vikings sont complètement dans le vide. Fait que c'est toutes ces conditions-là qui ont... quelle histoire de femme forte, ça. Si bonne. C'est sûr que les parties plus intéressantes en histoire, je trouve. Ouais, mais c'est pourquoi t'as parti justement ce segment-là de la médiévalisation, genre je me
vas-y. Ben pourquoi en fait tu parles des femmes, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'a intéressé? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait un déclic? Genre, je veux vraiment parler de ça. C'est Parce qu'il en manque ou... Ouais, ben premièrement, c'est qu'on n'en parle jamais des femmes en C'est histoire. ça, ouais. Il y a un podcast que je peux vous recommander qui est génial qui s'appelle Mnemosyne qui fait justement l'histoire des femmes dans les livres d'histoire. Le ratio en France, c'est pas compliqué, c'est 97% on parle des hommes, 3% des femmes. On est l'égalité là, vous oubliez ça. D'écrit ou de... Non, c'est ça. C'est Dans tes livres d'écrit, d'école, tu là, parles. tu t'achètes un manuel à l'école, Ouais. mettons à l'université, whatever. L'université, c'est un peu moins pire, mais ça reste c'est catastrophique. 97% du temps, tu vas parler d'hommes, 3% des femmes. Oh my God. Elle est Jeanne d'Arc. Ben, tu sais, elle qui La revient, seule, c'est ça, la seule qui Revient comme, fort, qui revient tout le temps parce que c'est une épopée héroïque, c'est une paysanne qui soudainement fait gagner la France qui Combat, perd depuis là, des ouais. années, tu sais, fait que il y a cet aspect-là, mais ça a commencé jeune, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais jeune en guerre. Moi, c'était quelque chose je comprenais pas, tu sais, j'étais comme pourquoi les gens partent en guerre avec les autres, tu sais, j'étais tout petit, je comprenais pas, tu sais. En vieillissant, tu te rends compte des jeux politiques, c'est super compliqué. Mais il y avait tout le temps cette idée-là que la force, c'était la seule chose qui gagnait en guerre. Puis j'ai commencé à lire, tu sais, Alexandre le Grand, puis à m'intéresser aux stratégies militaires, à ces affaires-là, puis je voyais pas tu sais, les batailles, ça gagne pas avec c'est sûr qu'il faut être en bonne forme pour faire la guerre, là, je veux pas dire le contraire, mais souvent, tu sais, quand tu gagnes une bataille, c'est que tu as été capable de prendre l'ennemi en revers, tu as tendu un piège, C'est plus une ton stratégie, c'est tout le temps une stratégie, c'est pas, tu sais, les Romains ont pas fait un empire parce que leur bras était plus gros que la Ouais, moyenne. c'est ça, exact. Tu sais, les Romains, ouais. il y avait une stratégie, il y avait une discipline forte, puis ils ont utilisé une technique de combat que n'importe quel crétin peut être efficace dedans. Fait que, oui, c'est parce que, c'est-à-dire, je veux dire, tout le monde est en bloc, c'est un petit glaive avec un lourd bouclier, tout le monde avance compact, puis c'est pas compliqué, tu résistes au Avance. coup, puis tu piques. Puis la façon que ça marchait dans les tortues romaines, ça va venir éventuellement, la position tortue, là, mais la formation romaine, là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'après un certain temps, comme je pense 2-3 minutes, souffler dans le corps, la première rangée, elle recule dans le fond, puis la deuxième avance. Fait que les personnes qui sont constamment en avant sont tout le temps frais au combat, alors que les autres s'épuisent, s'essoufflent. Ouais. Fait que t'as tout le temps, tu sais, il y avait une rotation pour laisser les gens reposer, puis mettre les plus jeunes en avant, puis les plus vieux en arrière. Fait que t'avais comme le temps de te reposer, tout le kit. Puis c'était super stratégique, mais c'est comme ça que gagner la guerre. Fait que l'idée que les femmes participaient pas, je trouvais ça stupide un peu. Surtout que si les civilisations, tu sais, germaniques à l'Antiquité, celles, puis là je parle de ce bout-là, ben, je suis un peu plus à l'aise avec eux autres, mais étaient des petits villages qui s'entretapaient tout le temps, de pas former tes femmes à la guerre, c'est complètement ridicule. Fait que justement, la série Viking, il y en a beaucoup, là. Il y en a, puis ça a été longtemps considéré comme faux, mais depuis en fait, je me souviens de la transition, parce que moi, je m'intéressais à ça depuis que j'étais, comme je te dis, très jeune. En 2017, on a trouvé le plus puissant viking, en fait, qui était à Birka, en Suède. OK. C'est une tombe là, prestigieuse, et... on se retrouvait avec genre des têtes de cheval, des armes, là, une grande armure, un jeu de stratégie militaire. Pendant longtemps, ça faisait des années qu'on l'avait trouvé. Là. On se disait... C'est un homme. C'est un homme, c'est le plus grand viking. Et là, ça a été longtemps débattu. Puis justement, ceux qui checkent les os, j'ai oublié le nom. En tout cas, Ostéopathe. je sais pas. Ostéologue. Ostéologue, je pense. Le gars des os. Le gars des os. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. J'imagine une série FBI, là. OK, là, on a trouvé un corps. Faut appeler le gars des os. Le gars des os. Mais justement, puis pour citer dans les mots immortels, je pense de Shakira. Les dose mots immortels. de Shakira. Ouais, les doses hip don't lie, là. Oh, ouais. Ils regardaient ouais. les hanches du squelette, puis ils ont fait comme moi. Le monsieur, il était bien amanché si c'était un monsieur. Fait qu'ils ont fait des tests. Puis en fait, quand l'ostéologue avait amené ça, ils ont dit t'es drôle, toi, une femme plus puissante viking jamais trouvée, retourne chez vous. Mais en 2017, ça a été remis sur la table. En fait, moi, je veux les tests. Avec les tests modernes, génétiques. Ah, ouais. C'est une femme. Wow! Et là, le discours a passé, les femmes ne se sont jamais battues, c'est des mythes, à le plus puissant viking qui a jamais existé est une femme. Wow! Fait que là, le discours a complètement changé, puis là, ça l'a explosé, puis on s'est dit, OK, mais ça fait combien de cadavres qu'on est comme, ouais, c'est un homme, il est armé. Puis on se rend compte, puis on cherche, on en a trouvé d'autres, puis on en trouve de plus en plus. Puis là, on se rend compte qu'à ta minute, tu sais, les sources même, justement, les sources byzantines, quand les Varegs débarquaient, justement, attaquer l'Empire byzantin, ils ont gagné la bataille, puis ils décident de faire un inventaire un peu. C'est qui nos ennemis, sont équipés comment ils fonctionnent. Puis, dans leurs sources, ils écrivent, c'est weird, il y a des femmes
parmi eux autres, bien étrange, pourquoi ils feraient battre des femmes? Puis ça m'a toujours fait rire parce qu'il n'y avait pas cette honnêteté intellectuelle-là pour les femmes de dire genre, OK, on sait que les sources sont profondément misogynes, on sait que l'histoire est très patriarcale. Ouais. Pourquoi est-ce qu'un empire misogyne aurait inventé qu'il y a eu des femmes sur le champ de bataille? Ça fait pas vraiment de sens. Ou surtout de perdre des fois des combats contre des... Il y a des sources qui révèlent de combats qui ont perdu contre des femmes. Si t'es misogyne, tu vas pas inventer que tu viens de te faire planter par des femmes, là, ça serait pire. C'est ça, tu veux pas en parler, tu sais. Puis c'est ce qui arrive, c'est que les sources en histoire sont écrites très souvent par les hommes. Puis en tant qu'archiviste, je peux vous le dire, les sources, ils ont un enjeu à travers le temps en termes de conservation, en termes de préservation, en termes de traduction, de transfert d'information, c'est le bordel. Fait qu'une source, mettons, qui parle des femmes, faut qu'elle survive jusqu'à nous, faut qu'elle survive aux traducteurs. Je donnais l'exemple justement d'un monastère mérovingien, j'ai oublié le nom encore. Oh mon Dieu. Mérovingien, c'est la première dynastie franque du roi Mérové. Quand les Francs embarquent, c'est la dynastie mérovingienne, c'est Engelvara, je pense, de mémoire. Ça me revient, le congé maladie est fini, là. Engelvara, qui, dans le fond, était une chef du monastère, un monastère à double gond, donc hommes et femmes. Et il y a un traducteur du 19e siècle qui a traduit le texte et il nous a donné sa traduction. Et dans le texte original, ça nous mentionne que, justement, Engelvara, c'était une femme incroyable qui gérait le monastère et qui était d'une grande largesse, donc une grande générosité, était brillante. Et il nous dit dans sa traduction, ouais, j'ai enlevé cette partie-là parce que si on croit le texte du Moyen-Âge, les femmes auraient dirigé les hommes, c'est impossible. Scrappé. Fait qu'il faut, en plus qu'il faut qu'on écrive sur les femmes, faut que ça survive jusqu'à nous, faut que ça survive en termes qu'il n'y ait pas un misogyne qui retraduise ça. Faut pas que notre perception change la traduction. En plus, il faut que le document survive. Les manuscrits survivent très mal à l'humidité, puis pas de déshumidificateur au Moyen-Âge, puis c'est fait. les monastères sont faits en pierre, fait qu'oubliez ça, l'humidité. Il faut qu'ils survivent au vol, ça vaut extrêmement cher. Au Moyen-Âge, les livres, il n'y a pas de photocopieuse, ça coûte excessivement cher, c'est du prestige. Les feux, c'est ça, les feux, les raids. Guerres, mais pas juste les guerres du Moyen-Âge. Toutes les guerres qui se sont passées, guerre napoléonienne, t'en parlais tantôt, faut qu'ils survivent à ça. Ça a été excessivement dévastateur en Europe pour justement les monastères. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Là, toutes les guerres qui doivent survivre. Puis on n'écrit jamais ces femmes. La réalité intellectuelle, c'est pas on sait que les femmes ont rien foutu, on s'y intéresse pas. C'est on n'a aucune idée de ce que les femmes ont fait, il faut s'y intéresser. Et c'est ça qui me fâchait beaucoup quand j'étais jeune, parce qu'il y a deux discours en histoire. Chez les hommes, on dit tout le temps, l'histoire générale avec un grand H, on sait rien, l'histoire ancienne. Ça fait tellement longtemps, comme je viens de vous le mentionner, il y a tellement de sources qu'on a perdues. On peut pas être certain. Alexandria qui a brûlé. Exactement. Et puis ça, anecdote, ça a dû brûler vite en maudit. Je suis pas encore expert de cette période-là, mais archiviste, le papyrus, c'est une traînée de poudre. Ça brûle excessivement vite. Là, ça part, je sais même pas honnêtement si les gens ont été capables de sortir à la vitesse que ça brûle du papyrus. Puis c'était une connaissance qu'on a toute perdue. Ça, c'est un enjeu. Mais là, en plus, on est capable de dire, histoire avec grand H, que vous regardez, même dans mon podcast, tout le temps avec des guillemets, pas tant sûr, je me gêne pas pour dire, attendez, vérifiez ça, être certain, mais est-ce qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Parce que c'est comme ça qu'on te forme en histoire. Tu peux pas savoir, on a tellement pas d'informations. Mais il y a une chose qu'on sait en histoire, c'est que les femmes ont rien fait. Puis là, c'est en train de changer comme mentalité. Enfin, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce que c'est pas logique. Ça fait aucun bon sens. Là, des sociétés misogynes, qui, comme chez les Vikings, qui valorisent les femmes qui se battent. Ça, ces histoires-là, ils étaient racontées dans le village, ils étaient racontés aux enfants. Quel message t'envoie une petite fille quand tu dis justement qu'une femme qui se bat, c'est une femme glorieuse, puis que les dieux l'aiment? C'est quoi que t'envoies comme message à cette femme-là? C'était-tu vraiment bien dans la culture? Parce que justement, j'en parle beaucoup de la série Viking, mais justement, dans la série Viking, il y a beaucoup de scènes où c'était comme la fille devrait pas prendre une épée, nanana. C'est sûr, c'est contesté. C'est contesté, c'est sûr, c'est une société patriarcale, les Vikings. Très patriarcale. Mais il y a un phénomène intéressant, c'est que par exemple, on regardait chez les femmes, dans le fond, il y a un professeur sur YouTube qui fait ça, le Dr. Jackson Cranford, qui est pas mal la référence chez les Vikings. Là. Il parle d'un genre chez les Vikings qui s'appelle Drengir. Drengir, là, ça se traduirait comme tison ardent qui aime se battre. Et ça, là, quand un homme est Drengir, lui, il mentionne, je le cite, là, que c'est il y a un seul genre chez les Vikings. Selon lui, c'est Drengir. Oublie homme-femme. C'est Drengir. Tout le monde doit atteindre ce stade-là. Et les femmes qui sont Drengir, il y a un père, justement, qui mentionnait que sa fille était Drengir. Elle était combative, elle avait du caractère. Elle valait plus cher.
Il voulait pas marier à n'importe qui. Ça a plus de valeur une femme qui veut se battre, qui a ce caractère-là, parce qu'il y a la mentalité qu'elle va le transmettre à ses enfants. Fait que c'est encouragé socialement. C'est quelque chose qui est encouragé. Puis dans, justement, les sagas, des femmes qui se battent, c'est pas rare. Puis pensez-y, dans un modèle politique où c'est, encore une fois, plein de petits villages qui se tapent, puis là, ben, tous les messieurs, par exemple, ils partent en raid au printemps, tu sais, c'est le temps, on part en raid, il résiste les madames. Fait que quel moment stratégique c'est d'attaquer un village? C'est quand les hommes sont partis, quand les combattants sont partis, ils sont sans défense. Mais c'est qui assure la défense du village? Les dringués! C'est les madames, c'est les femmes. Pis moi, ça me faisait capoter. C'était vraiment une idée. OK, fait que vous êtes en train de me dire qu'on est sûr à 100% qu'en histoire, si une femme se faisait attaquer dans son village, elle faisait un sandwich. Non, même pas, ça. elle se défend pas un peu. C'est ça. Même par accident, ça reste que des femmes se battaient. Puis il y a une logique à former un minimum les femmes au combat parce que ça faisait partie justement probablement. Il y a une nécessité. Ouais, mais c'est parce que t'es pas le seul déringué de la région aussi. Là. Il faut que tu sois capable de te défendre. Mais c'est sûr que quand même un rôle quand même bien figé, que c'était surtout un métier masculin, ça on le sait, mais on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de femmes, surtout qu'il y avait des moyens, les femmes nobles qui étaient capables de se payer parce que les Vikings, les femmes pouvaient avoir accès à la propriété, à des possessions. Pensez-y, avoir des possessions de richesse, vos arrière-grand-mères n'avaient pas le droit d'avoir un compte de banque, eux autres. Mais les Vikings pouvaient, les femmes pouvaient. C'est la porte d'à côté, ça, encore. C'est ça qui me surprend, c'est la porte d'à côté. Là. C'est ma grand-mère là, qui. C'est ma mère, elle me parlait de ça. Hey, c'est fou, là. Tu sais, quand les gens ils disent ah mon Dieu, comment ça, les gens sont rendus tombés niaiseux cette année? Non, là, ça a toujours été comme ça, t'en as plus parlé, puis c'est là ça fait pas longtemps qu'on a droit à tous ces droits-là. Là. C'est pris pour acquis, je trouve. Ils étaient là, ils ont été disparus, puis là, ça revient. Mais c'est ça, il y a comme une espèce de... Tout le temps. Tu sais, au Moyen-Âge, les femmes, c'est surprenant, mais il y avait beaucoup de droits si on les compare à l'Antiquité ou on les compare justement à la période après la Renaissance. À la Renaissance, là, que la femme qui se fâche, la femme folle. Le mot hystérie est né. Exactement, c'est ça. Fait que c'est très différent au Moyen-Âge où les femmes, tu sais, justement, pour citer Jacques Le Goff, il disait, genre, l'instabilité, mettons, de la première partie du Moyen-Âge, donc du 5-10e siècle à peu près, là, le haut Moyen-Âge, cette instabilité-là, ça a permis à les femmes de passer dans les craques du pouvoir. Tu peux pas avoir un régime instable puis dire que le patriarcat est solide en même temps. Ça fait pas de sens. Il est présent partout. Il est omniprésent, le patriarcat. C'est là, c'est les hommes qui dominent. Sauf que si c'est instable, puis qu'il y a des successions, puis il y a des meurtres, puis il y a des gens qui meurent au combat, puis que là, les femmes deviennent régentes, puis le fils, il est pas en âge de gouverner, puis qu'il gère pendant 20... Ça peut monter, là. Tu sais, Brunéo, elle a gouverné pendant longtemps. C'est une femme qui a refusé de céder le pouvoir, qui a modifié la loi salique pour justement permettre aux femmes de se défendre un peu. La loi salique, la loi salienne des francs saliens. Donc, il y avait les francs rénables, les francs saliens. Puis, c'est la loi, dans le fond, de la succession en France, ce qui va suivre là, de tout le long. Mais des femmes se sont impliquées dans des domaines politiques. Parler du Moyen-Âge en lien nord d'Aquitaine, qui était excessivement... Mathilde de Flandre, qui est ma préférée. La femme de Guillaume le Conquérant, qui était une stratège puis une administratrice hors pair, puis on n'en parle jamais. J'ai fait mes études médiévales, on n'a jamais parlé de Mathilde de Flandre, là, mais c'est fou, là. Guillaume le Conquérant n'aurait jamais fait la conquête d'Angleterre sans Mathilde. Il avait besoin de Mathilde pour réussir, parce que Mathilde, elle savait comment gouverner, était une stratège incroyable. De guerre, là, tu parles. Oui, parce que le roi de France commençait à être stressé. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. Mais attends une minute, là, c'est parce que lui, c'est mon sous-fif, là. Pourquoi il a le même stade que moi? Non, c'est pas vrai que t'es pas mon égal, là. T'es en dessous. Lui, il est rendu roi des Anglais. Il en a plus rien à foutre du roi de France. Le roi de France va essayer d'y mettre des bâtons dans les roues. Puis c'est qui l'empêche d'avancer en Normandie? Mathilde. Non. C'est Mathilde qui met des bâtons dans les roues, qui justement, qui sait en fait choisir ses chevaliers qui sont les plus fidèles, qui sont fidèles à son mari. On a même des traces que même son fils, jusqu'à temps, qui atteint la régence, c'était Mathilde qui contrôlait tout. Puis même des fois, Guillaume était en Normandie pour de la paperasse, et c'est le sceau de Mathilde qui est sur les documents, là. Genre, Guillaume fait complètement confiance. Vraiment, Guillaume le Conquérant puis Mathilde, c'est un power couple. Par définition. Honnêtement, ils étaient tellement soudés un sur l'autre que, en fait, on n'a jamais connu de concubin, concubine
pour les deux. Puis Guillaume va être complètement anéanti de la mort de sa femme quand Mathilde va mourir. Il va être complètement démoli. En guerre ou de maladie? Vieillesse de mémoire, là, elle va mourir tout simplement. Puis, Quel âge à peu près? Vieillesse, à cette âge-là? 40 l'année exacte, je me souviens pas par cœur, mais c'est... c'est pas long, ça! Ben, c'est sûr qu'à l'époque, comme tu sais, 40-50 ans, c'était vieux, là. C'était bon, là. Mais il me semble qu'elle avait survécu quand même. Là. Je pense que c'était plus dans cinquantaine de mémoire là, par cœur, parce qu'elle a vécu longtemps, Mathilde. C'était assez impressionnant. Un début de cheveux blancs, là, ça veut dire beaucoup, ça veut dire. Là, Ah, ben, moi, j'en ai 2-3, là. Ouf, c'est bol. Non, mais c'était une femme extraordinaire. Là. Mathilde, c'était incroyable tout ce qu'elle a fait là, en termes de régence, en train de s'administrer. Sans elle, là, Guillaume, moi, je pense qu'il n'aurait jamais été capable. Ça prenait Mathilde de Flandre pour que la Normandie fasse la conquête de l'Angleterre. Sinon, oublie ça. Fait que, tu sais, aussi, pendant que. Ça prend des alliés, puis elle a négocié les alliances pendant que lui était parti, négocié justement avec le Saint-Siège pour être sûr d'avoir l'appui de l'Église, tout ça, là. En même temps que son mari faisait la guerre, puis essayait de mater les Anglais, parce que les Anglais étaient vraiment pas intéressés à avoir un Normand pour les diriger. C'est un roi étranger. C'est pas un Saxon, c'est pas un Anglais, c'est un Normand. Fait qu'il est pas considéré comme légitime. Lui, il se débarrasse de tout le clergé, parce qu'il veut un clergé qui le supporte lui. Puis Mathilde est en train de lui chercher un clergé qui va le supporter en Angleterre. Il pose le français, tu sais, c'est pas le français actuel, là, mais la langue qui va... Tu connais-tu des mots en ancien français? Ou... J'en connais quelques-uns, ouais. À quel point c'était différent? C'est très différent. Ah ouais, à ce il y a des point mots que tu dois reconnaître. Moi, l'exemple que j'aime donner, c'est toaster. Toasté! Toaster, c'est un mot en ancien français, ça veut dire cuire un pain. Arrête! Shut up, my god, un toaster, c'est un cuiseur à... Un cuiseur à pain, ouais. Toasté, exactement, ça vient de là. Mais là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je sais pas comment ça s'est rendu. Est-ce que c'est le contact avec les Anglais qui nous a donné toaster en ancien français, ou c'est justement la conquête normande, l'imposition du mot toaster avec l'ancien français, puis que là, c'est resté dans le vocabulaire anglais. Wow. On l'a peut-être perdu avec l'évolution du français, ça change beaucoup. On l'a peut-être conservé aussi, mais on l'a peut-être perdu. Conquête anglaise, ici au Québec. Wow! C'est peut-être revenu dans votre... crime, finalement, quand on dit Yes No Toaster, c'est en français? C'est en français. Techniquement, c'est en ancien français, oui. Wow! Mais c'est pas toaster, c'est toasté. Toasté. Cuire un pain, qui veut dire entre autres cuire un pain. Ouais. Wow! Imagine-toi le roi qui arrive là. À tout le monde là! On dit toasté! Toasté! Tu sais, il y a des mots comme, mettons, lissir, tu sais, un lit étant le déclinaison en ancien français, okay. Mais sire, seigneur, entre autres, qui vont revenir. Le verbe aistre. Aistre. Pour être. Ah ouais. Ouais. Pourquoi aistre? Est-ce qu'on sait pourquoi? Aucune idée. Ok, on Donc, sait pas, ça l'a comme changé. Pourquoi ils ont mis un S, probablement une affaire de prononciation, probablement qu'en germain, tu sais, ça vient du verbe en latin, justement, du verbe être, là. Fait que c'est peut-être que ça se prononçait mal. Il y a eu cet enjeu-là aussi, les Germains, il faut qu'ils parlent quand ils font la conquête de Rome, il faut qu'ils apprennent le latin, mais ils le prononcent avec un accent germain. Puis en Gaule actuelle, qui va devenir éventuellement la France, ben eux, ils parlent gallo-romain, ils parlent même pas le même latin qu'eux autres, parce qu'ils ont pas la même éducation que les nobles romains. Fait que là, t'as des nobles germains qui ont un accent germanique sur leur latin, qui essayent de faire comprendre à des gallo-romains qui ont un accent celtique, si vous voulez, sur leur latin. Puis ce mélange-là va finir par donner l'ancien français. Wow. Puis c'est super compliqué les langues, là. Fait que c'est un long de... À quel point, c'est en quelle année que le latin est... Puis pourquoi il est parti à ce point-là? Genre, pourquoi c'est pas resté comme toutes les Le autres latin langues? va rester tout le long du Moyen-Âge. Ah ouais, ok. Tout le long. C'est la langue d'administration, la langue du pouvoir, la langue de l'Église. C'est la langue, justement, qui sert à affirmer le pouvoir. Les Germains, quand ils arrivent là, la loi, l'empereur, l'Auguste, parle en latin. On utilise le latin. L'Église qui est à Rome va reprendre le latin. Ça a une figure de pouvoir, justement, cette langue-là. Et on va écrire très longtemps en latin. On va l'écrire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais il va y avoir un désir, justement, avec la naissance des genres littéraires comme la chanson de geste, d'écrire en langue vernaculaire. Vernaculaire. D'écrire dans les langues comme l'ancien français. On va commencer à avoir des textes qui apparaissent, justement. Donc, ça a été une grosse révolte. J'imagine l'Église était vraiment contre ça. C'est l'idée de se séparer de l'Église un peu intellectuellement. Puis il y a aussi, avec les chansons de geste, comme la chanson de Roland, il y a une idée nationale qui naît là, dans la chanson de geste. C'est Roland, il représente tous les Francs. Les Francs sont identifiés à Roland, et nous, les Francs, on est bien meilleurs que tout le monde. Puis on les a tabassés, les musulmans, qui n'étaient pas des musulmans, finalement, probablement plus des Basques. Basques, parce que c'était les gros méchants de l'époque, justement, avec l'arrivée des croisades, puis qu'eux, ils ont fait la conquête, justement, de la péninsule ibérique. Fait que l'Espagne, une partie de l'Espagne, une grosse partie, est sous contrôle musulman. Fait que ça s'en
on s'inscrit dans la narrative là-dessus. Là. Mais oui, le latin va rester jusqu'à la fin du Moyen-Âge, va rester à la Renaissance. Ce qui fait toujours drôle, parce qu'un des arguments que les gens de la Renaissance vont avoir sur le désir de renaître, c'est de retourner à l'Empire romain. On va faire renaître le latin. Rien de plus drôle, parce que le latin n'a jamais disparu. Le Moyen-Âge, c'est écrit en latin. C'est la langue... l'université qui va voir le jour au Moyen-Âge, mais c'est en latin. Le latin partout. Fait qu'il n'a jamais disparu, et c'est drôle, parce que le retour au latin classique, c'est sûr que le latin médiéval est différent du latin que les Romains parlaient, il y a une grosse influence médiévale sur les mots, puis avec des grammaires plus proches de la grammaire latine de l'époque. Fait que le latin n'a jamais disparu. Nos parents, je pense, faisaient... Mon père, me disait, fait ses cours de latin à l'école, ça a été long avant que ça disparaisse. OK, c'est pas une langue morte. Tu la considères comme une langue morte? Oui, dans le sens qu'il n'y a plus personne qui communique en latin, mais c'est sûr que, tu sais, d'appeler ça langue morte, c'est vrai que c'est encore utilisé à Rome, par le pape, c'est la langue de l'Église encore officielle. Oh my God! Mais, tu sais, les gens là-bas, ils communiquent en italien, là, ils parlent pas... en tout cas, moins... Je suis jamais allé au Vatican, donc je peux me tromper, mais tu sais, je veux dire, j'ai regardé des YouTubers qui parlaient latin, parlaient à des gens au Vatican, puis qui, tu vois, qui sont capables de comprendre plusieurs mots, mais qui sont pas nécessairement capables de soutenir. C'est fait que c'est une langue morte parce que plus personne en parle, mais c'est une langue qui est encore enseignée, puis... Dirais-tu? Vas-y. Mais je me demande pourquoi le latin, ça émanait un peu le pouvoir. Ça représentait Rome. Vu que c'était comme gracieux verbalement, tu sais, pourquoi le latin, vu qu'il y avait plein de langues... c'est la langue des vainqueurs. C'est la langue des vainqueurs. On sait-tu pourquoi, vraiment, tu sais, ou... En fait, c'est vraiment l'aspect, tu sais, ça représentait le pouvoir, l'empereur. Tu sais, c'est vraiment, ça a une image de latin. Parce que l'Europe le Moyen-Âge, ça a été longtemps un désir de retourner à l'empereur, à l'Empire romain. Tu sais, Charlemagne, il veut se faire couronné empereur, tu sais, empereur des Romains, tu sais, c'est ça son titre, empereur romain, Occident, roi des Francs et roi des Lombards, tu sais, puis ça des Lombards, un autre peuple germanique, puis tu vois dans empereur romain d'Occident, roi des Francs et roi des Lombards que la mentalité germanique est pas partie, parce que les titres, c'est la grosse différence entre un État puis les sociétés germaniques, c'est que pour Charlemagne, encore, même s'il voulait recréer l'Empire romain, c'est que c'est un bien privé, ça lui appartient. Contrairement chez Romain, l'État, c'est un bien public. Comme aujourd'hui, le Québec, ça appartient pas à François Legault. C'est pas à lui. Il peut pas céder ça à son fils à un moment donné. Là, ça y appartient pas. Là. Il peut pas dire chez Chicoutimi, mange de la merde, on ne veut plus. Je te vends. Là. C'est pas mal trop loin. C'est ça, trop loin. Et aujourd'hui, c'est complètement disparu, mais à l'époque, c'est ça, il séparait les terres, parce que c'est un bien privé. Ça y appartient, c'est son empire, il fait ce qu'il veut avec. Fait qu'il garde les titres pour montrer que, gars, je suis l'empereur romain d'Occident, je suis aussi le roi des Francs, puis aussi le roi des Lombards. Fait qu'il collectionne. Fait que l'idée de propriété germanique est pas partie encore. Dirais-tu que les langues changent plus maintenant ou à l'époque? C'est une bonne question. Ma blonde pourrait peut-être te répondre là-dessus. Linguistique, je sais pas. C'est sûr qu'avec le nombre de contacts qu'on a, puis la vitesse que l'information avance, c'est vraiment intéressant comme question. Ça se posait, vu que maintenant on est de plus en plus de gens qui rentrent en plus en plus en contact avec d'autres cultures, fait qu'il y a beaucoup plus de mélange, tu sais. Même nos expressions québécoises se modifient davantage avec les communautés justement haïtiennes qui arrivent. On emprunte parfois du vocabulaire. Le contact avec les Premières Nations, on a emprunté énormément de vocabulaire jusqu'au Québec. Québec, il y a beaucoup de mots qui viennent de là. Là, avec les communautés justement algériennes, syriennes, les Français, on reprend. J'ai commencé à apprendre des expressions françaises de France également, là, mais c'est parce que je suis en contact avec des Français. Fait que c'est intéressant avec les médias sociaux, avec comment on est connecté. J'imagine, par logique, je vais te dire, j'imagine que ça va pas mal plus vite. Mais peut-être aussi que vu qu'au Moyen-Âge, c'était plus séquestré, il y avait plus de variantes différentes. C'est souvent, en fait, au Moyen-Âge, être trilingue, c'est super fréquent. Tu sors du village, tu comprends plus rien. L'information, voyagement, chacun développe son propre accent. Regardez juste l'isolation du Québec par rapport à la France, il y a d'autres raisons. Là, la France a une révolution linguistique également. Là. C'est ça que j'ai un ami qui me disait que les Bretons puis les Pays Basques, les deux parlaient pas le même français. Ils parlaient pas français, ils se comprenaient pas, puis ça a été en tout cas je pourrais me compléter là, mais genre c'est ça, il y a une grosse francisation de la France au complet. Au début, c'était très divisé à l'époque. C'était méga divisé là. D'ailleurs, nous on a des expressions, tu sais, en Normandie encore aujourd'hui, le pitois ça se dit. Pitois, c'est ça. Il y a des prononciations qu'on a gardées dans la Normandie, puis je pense que selon des recherches à Oxford qui avaient été faites, c'est comme 75% de notre population québécoise là, qui vient d'à peu près de la Normandie, de Normandie, fait que ça a gardé une trace. Puis la francisation, encore une fois, c'est pas ma période là, mais après la Révolution, il y avait un désir d'unifier, dans le fond, la Révolution française, d'unifier la langue, parce que
tout le monde parlait son propre français. Le breton, aujourd'hui, quelqu'un parle en breton, tu comprends rien, c'est complètement une autre langue. Mais il y a eu ce désir-là de franciser tout le monde, d'unifier, puis de changer. On parlait plus comme l'Héroé. L'Héroé, c'est moi, c'est fini. Ça. Au Québec, moi et toi, c'est resté, parce que nous, on était avec les Anglais pendant cette révolution-là. Nous, pendant la révolution linguistique, on l'a jamais connu, ça. Fait que nous, on a gardé l'ancienne structure, qui a été ensuite au contact des Anglais, au contact des Premières Nations modifiées, puis eux, ils ont changé la façon qu'ils prononçaient leurs mots. Puis en Bretagne, encore, c'est très résistant, il y a un désir de préserver la langue, justement. Puis, en fait, c'est juste des enjeux qui ressemblent aux nôtres un peu aussi. Exact, ouais. C'est ça que Alex me disait, là, qu'il y avait des amis là-bas, là, puis que tu leur dis pas que c'est des Français, là. C'est des Bretons. C'est comme au Québec, un peu. Beaucoup de gens. Le Québec. Je suis québécois. Exactement. Même chose. Même sentiment. Il y a un mouvement indépendantiste, il y a ce désir-là. Puis encore une fois, ça passe tout le temps par la langue. C'est pour ça que les langues en histoire, c'est intéressant. C'est ça qui unifie beaucoup les gens, souvent, là, c'est le vecteur. Ça doit être vraiment tough d'archiver à chaque fois les transitions de langue, les écritures. C'est un travail de moine. Le travail d'archiviste, c'est compliqué. Moi, je suis sûr que je travaille pas dans l'histoire médiévale, malheureusement, parce qu'au Québec, il y en a pas. C'est pour ça que j'ai fait un podcast sur le Moyen-Âge. C'est ma seule façon d'en parler réellement. Puis surtout d'apprendre, c'est ça qui est cool. Moi, j'ai juste un bac, je suis pas un expert au Moyen-Âge, mais c'est de lire constamment sur le sujet. Puis d'être constamment confronté au changement. Puis comment ça se passe dans les archives. Il y a des enjeux qui s'appliquent pour, mettons, la gestion administrative d'une entreprise, qu'un phénomène, qu'un centre d'histoire va avoir aussi. Là. C'est le numérique, tous les enjeux, les serveurs, on met ça où, comment on numérise. Si ça se brise, comment on fait. Exactement. C'est l'enfer. Fait qu'à l'école, là, quand on mettait la date dans le coin, là, c'était important. Les dates. Mais je vais vous le dire tout de suite, les dates en histoire, c'est méga important, on s'en sort pas. Mais rassurez-vous, par contre, parce qu'en histoire, il y en a maudit des dates. Tout le monde en histoire, je me souviens mes premières années, tu sais, c'est comme un code d'honneur. Évidemment, faut que tu connaisses les dates un minimum. Là. Puis t'arrives, là, ding, 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 tout le monde te rentre, là, puis c'est comme, OK, là, faut que je connaisse toutes les dates, là, le renouvellement du permis de coureur des bois, faut que je m'en souvienne, mais tu m'en oublier. L'histoire, c'est. Permis de coureur des bois, attends. Là, il y avait un permis de coureur des bois, puis je pense, de mémoire, je que c'est 1760, je suis pas sûr. Je me souviens que dans un examen, il y avait le deuxième renouvellement du permis de coureur des bois, parce qu'ils l'ont enlevé à un moment donné. Je pense que c'est 1760. Mais je suis plus sûr, t'sais. Mais les dates, c'est ça. Mais c'est quoi un permis de coureur des bois? Il y avait le permis de pouvoir aller justement troquer des fourreaux. Mais pourquoi tu pourrais pas sinon? Il y avait de mémoire les enjeux. Ton Mousquin, on y va, là, non? Parce que premièrement, les gens, ils revenaient même pas. Il y avait un enjeu, les gens revenaient pas parce qu'ils allaient rencontrer les Premières Nations. Puis là, ils se disaient comme, oh, wow, OK, leur mode de vie est foutrement plus agréable que le mien. Rêve! Il y a beaucoup de gens qui restaient là-bas, tu sais. Puis aussi, il y avait l'idée du commerce. Puis le roi voulait un certain contrôle. Puis la Nouvelle-France, il y a eu ce jeu-là entre les rois qui se foutent de la Nouvelle-France. Puis là, justement, des monarques qui sont comme, OK, non, la Nouvelle-France, c'est hyper important. Fait que, tu sais, il y a comme eu un go back and forth avec. Les Anglais trouvaient ça plus important, les traits. Ouais, ben, eux, les Anglais, c'est qu'il y avait vraiment un enjeu de population. Tu sais, eux autres, c'était l'industrie de laine qui était vraiment leur grosse force. Puis ça prend énormément de champs pour te nourrir ces moutons. Mais t'as plus de place. Crise du logement. Fait que tes expédies, tu sais, ils ont besoin de bois pour faire leur flotte navale, la plus grande flotte navale à l'époque. Les Britanniques, les Britanniques, maintenant, à force de couper du bois, t'en as plus. Canada, il y en a plein. Fait que c'était vraiment plus sérieux, là, tu sais, là-bas, la colonie. Là, c'était vraiment, pendant longtemps, la colonie française, c'était un commerce de fourrure. Une traite de fourrure. On veut des fourrures, c'est tout. Puis là, éventuellement, ça va devenir comme, OK, non, là, on va faire ça plus sérieusement. C'était trop tard, je pense, quand la France a réalisé ça après la guerre de 7 ans, je pense. C'était trop tard. Ils étaient pas assez nombreux, de mémoire. Il y avait vraiment cet enjeu-là. Non, parce que les 13 colonies étaient bien plus densément peuplées. Là. Et je te dirais que c'est justement, là, c'est un peu trop tard, là, la gestion. Là, de ce que j'ai compris, là, c'était trop tard. Puis l'Empire britannique, tu peux pas négocier. Tu peux pas leur donner jeu du temps. Là, c'est le plus puissant empire. Là. Je te dis pas s'arrêter, je sais pas, moi, c'est pas. L'Autriche, là, quoi qu'elle était très puissante à l'époque, là, mais tu peux pas niaiser avec les Anglais. Là. Fait qu'il y avait cet enjeu-là, il y avait l'enjeu aussi des guerres à l'interne. La Renaissance a connu tellement de guerres, c'était un sport. Si tu t'occupes pas de tes colonies, puis que les Anglais ont tes go, il est trop tard. Mais c'est stratégiquement, il va falloir que tu confirmes avec quelqu'un de l'époque, parce que c'est pas ma période. Non. Puis admettons, là, genre, je prends une machine à remonter dans le temps. Je leur dis, là, la mousquet, là, prends un bouclier. Là. Pourquoi il fallait que tu sois debout, là, puis tu sais, j'aime ça, prenez des balles. Là. Couche-toi, non? Ben, c'est une question d'honneur. Ah ouais.
C'est pas une chuchote, là. Hey, tu vas pas te cacher si on te tire dessus. T'es un homme, voyons donc. Le Mais il y a mets-toi un devant. bouclier, il n'avait le. Mais ça devrait passer à travers. En fait, ce qui est dangereux avec les mousquets, moi, c'est pour ça que j'aimais pas cette période-là, je comprenais pas la stratégie, parce qu'il y avait un désir de, tu sais, on se met en rang, puis on fait la guerre de façon honorable, tu sais. Okay. Justement, on avance, là, tu sais, tout en paquet, puis on tire, puis là, on n'a pas peur, on est des hommes. Mais l'affaire, c'est qu'aussi un mousquet, tu sais, la balle, c'est un ronde. T'as le sac là-dedans, tu sais, puis là, tu pousses avec tu mets la poudre en dessous en premier, puis là, tu pousses ta balle, puis tu mets le petit papier pour être sûr. Minutes, là, c'est super long, là. Puis quand tu le remets de même, parce qu'il arrive, mais la poudre qui était comme ça, elle fait ça. Fait que quand ça explose, ta balle, elle fait ding, 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 puis elle sort tout croche. Fait que t'es pas mal, t'es capable de tirer dans un tas proche, mais à longue distance, un mousquet, c'est un coup de chance. Non, c'est terrible. Et si vous allez dans un musée, c'est super intéressant. Regardez l'embouchure du mousquet, vous allez voir, c'est pas qu'à grandeur. Les balles, là, ça volait, ça pouvait péter. Des fois, ça te pétait dans les mains. Là. Je pense que c'est Samuel de Champlain là, qui mentionnait justement qu'il avait visité un chef des Premières Nations, puis qui a tiré, puis il a comme tué les trois à gauche, puis c'est lui qui pointait à la pointe, parce que sa balle est partie comme tout croche. Puis les boucliers, ça passe, c'est violent. Là, ça a aucune, tu sais, comme une lame, c'est pointu, là, c'est fait pour transpercer, mais ça punch un trou. Là. Ça passe à travers tes organes, ça casse tes os, c'est un beau gros rond après. C'est pas le fun de se faire pogner par ça. Fait que stratégie militaire, justement, c'est une des raisons qu'on a de la misère, tu sais, avec les Premières Nations quand ils sont arrivés ici. Entre autres, c'est que les Premières Nations se battent pas en rangée, eux autres. Ils sont pas, je veux dire, ils sont partout, c'est là partout, là. Non, mais les Premières Nations, c'est même pas ça. Encerclés. Ils attendaient, ils leur tendaient des embuscades, connaissaient le terrain à 100%. Ils se battaient en petits guérillas, là. C'est justement. Ils étaient cachés. Pourquoi se dévoiler à ton ennemi? Tu peux le surprendre. Mais justement, on se bat pas de façon, on change de position, on change de stratégie. Eux autres se battent tout le temps de la même façon. Puis là, éventuellement, les Premières Nations vont avoir accès aux armes. Alors, tabarouette, à bout portant, c'est quand même pas trop pire. Fait que les armes à feu vont rentrer. Fait que là, évidemment, veux pas l'artillerie, ces affaires-là vont venir jouer dans le game, mais ça sera pas long que les aller dans la forêt, l'artillerie, c'est moins efficace. C'est moins efficace, c'est les enjeux de terrain, puis il faut toujours se rappeler, c'est ça, les Premières Nations connaissaient le terrain comme leur poche. Mais ils vont finir, entre autres, par la puissance militaire, entre autres, du canon, puis les maladies aussi qui vont dévaster une méchante grosse gang. Puis il y a pas non plus une superbe unité non plus, ces Premières Nations, c'était plein de clans, c'était les Mohawks, Abenaki, etc. Fait que des fois, il y avait des conflits, c'est les Hurons qui ont backé les Français, les Mohawks qui étaient avec les Anglais, qui ont fini par prendre part à nos conflits, tu sais, fait que des clans se sont formés. Fait que le manque d'unité, le peu de densité de population qu'il y avait versus toute l'artillerie, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Organisé, T'as-tu déjà joué à toutes les Total War? Ben oui, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé avec Rome Total War. Moi, j'étais un classiciste fini quand j'étais jeune, mais je jouais à Barbarian Invasion. Puis là, je jouais les Francs, puis là, je découvrais genre, le Moyen-Âge tranquillement. Là, la transition vers le Moyen-Âge, je tombe en amour. Fait que le Moyen-Âge, c'est devenu ma période par la suite. À travers le gaming, finalement, t'as trouvé la... Même avant ça, mon père, c'était un passionné d'histoire. Il me passait tous ses livres, ses livres d'histoire. Moi, je lisais ça, j'avais 7-8 ans. Là. Je lisais Alexandre le Grand, des enfants même. J'aimais l'histoire, j'avais une grosse passion depuis j'étais tout petit. Mais ça s'est traduit dans mon achat de jeux vidéo. Tu sais, je jouais Age of Empire, exactement. Exact, je sais exactement c'est quoi. Il y a plein de petits sons. Moi, mon frère, le bonhomme il popait, puis c'était tout le temps le même son. Oh non! C'était la même chose, mais je m'en rappelle tellement. Là. Oh lolo! Ouais, exactement. C'est des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai joué juste avec ça. Dans le temps que le Pentium faisait. Ça faisait un petit bruit, là. C'était excellent. Sur ton écran cathodique. Ouais. C'était nice. Ouais. Et Civilisation 1, 2, 3. J'en ai joué un peu, mais moi, j'ai moins accroché à ces jeux-là, mais ça restait très bon. Là. C'était moins mon style. Moi, j'aimais ça de diriger les armées, sa stratégie militaire, déplacer. C'est vraiment contrôler. Là. C'est toujours dernier que t'es comme un chevalier, puis t'es à cheval, puis tu diriges ton armée. Ça, c'est-tu Mountain Blade? C'est-tu Mountain Blade? Je pense que, ben oui! J'ai joué avec mon meilleur ami d'enfance, qui est un autre accro d'histoire. Là, puis c'était Seigneur. On jouait ça avec des grandes haches danoises là, sur nos chevaux. Puis là, on passait, puis on allait taper dans le mou, là, tu sais, les petits paysans là, qui ont été envoyés sur le front puis qui veulent pas être là. Il y a aussi, c'est quoi le jeu de... c'est un jeu de chevalier, là. Tu pouvais être barbare, chevalier, puis samouraï. For Honor. Ouais, c'était bon, ça. Ouais, j'avais joué, mais j'étais tellement pourri à ce jeu-là. Moi aussi, je me faisais pète. C'est tough. Pour vrai, c'est extra tough, là. Ouais, mais c'est tellement de timing, hein. Puis, en tout cas, je pense que c'est mieux avec moi, je jouais à l'ordi, c'est peut-être mieux avec la manette. Ouais, manette, ça peut peut-être être un peu agréable, mais moi, je veux dire, ça reflétait bien les stéréotypes du
Moyen-Âge, tu sais, t'as les grosses cordes, mais tu sais, c'est parce que ça vend en plus. C'est le gros viking qui a l'air le Raider dans For Honor, c'est un monstre, c'est stéroïde. Là. Ce gars-là n'a pas besoin d'une hache, il te prend les yeux comme dans Game of Thrones puis il t'éclate la tête. Là. T'as même pas besoin. C'est des gros stéréotypes, mais c'est un très bon jeu. Les jeux sont très très agréables. Nice. J'ai remarqué que toi aussi t'as les cheveux longs. C'est-tu en rapport avec ça ou Non, mais tu ris, mais le père. Ça savais. Mais il n'y a pas la barbe, là. Non, j'aime ça garder ça court quand même. Ça devient gossant à m'amener, c'est comme des jambes. Mais t'aurais pu tresser, là, les vikings, faisaient ça. Le pire, c'est que tout le monde me dit ça, tu sais, tresser comme un viking. Mais honnêtement. On a un viking à table, gang! Mais non, en fait, les cheveux longs, mon père, les cheveux longs, ça m'a influencé. Il écoutait bien du métal, moi j'écoutais bien du métal. J'aimais bien le Moyen-Âge, j'avais les cheveux longs, tu sais, j'étais comme pas mal écrit dans le dessin. J'ai essayé les cheveux courts, puis ça, c'est dans les archives oubliées. Depuis jamais, j'avais l'air j'avais l'air d'un Q-tips, c'était vraiment pas mes heures. Oh non, c'était laid. C'était Il était trop droit, genre, tes cheveux pour être court? Imagine comme un chou-fleur, mais comme égal. Oh non! C'est comme un touch-feu, ça l'est. On a laissé brûler ça à l'Alexandria, finalement. Non, c'était les cheveux longs, it's the way. Là, parle-nous de ta blonde, là, c'est-tu... c'est quoi qu'elle fait dans la vie? Wow, incroyable. Ben, elle est rédactrice de contrat présentement, puis elle a étudié justement, comme je l'enseignais, je l'ai rencontrée dans mon cours de latin, ce qui était une drôle place pour rencontrer quelqu'un, mais ça a fait que c'était la bonne. On était... Ah, tu dis j'ai besoin de quelqu'un pour les travaux pratiques. Et tabarouette, non, c'est elle. Ah ouais, elle est venue te chercher? Elle t'a chassé. Ah non, elle le chasseur. Non, moi, ça a tout pris avant que je m'adresse à elle, là, puis quand je l'ai faite, elle, c'est une bolée, là, tu sais. En latin, là, elle torchait des scores. Moi, je survivais en latin, c'était tellement difficile, là. Hey, en 2 cours, elle te regardait d'eau, aussi? Non, pas du tout. Mais moi, tabarouette, la prof était comme, tu sais, là, je suis pas Gabriel, mais tu sais, j'ai fait des cours d'allemand, à l'université. Cours d'allemand, tu sais, allemand 1 sont comme, parle-moi de ton chat, tu sais, j'ai un chat, tu sais, j'aime le chocolat. Mais en latin, en 2 sessions, tu dois être capable de lire Jules César à frette. Bordel! C'est tellement intense. En fait, en études médiévales, ce qu'on dit, c'est que le cours de latin, c'est le cours qui casse. Tu le passes ou tu sors. C'est ça. T'as 3 cours de latin obligatoires. Moi, j'ai fait latin 1, 2 puis latin médiéval parce qu'il était hors de question que je fasse latin intermédiaire. C'était bien trop difficile. J'avais de la misère, c'était terrible. T'as le cours d'ancien français que j'ai pris, que t'es pas obligé, mais qui était génial. C'était super dur aussi parce que l'étude médiévale, tu sais, c'est vraiment, tu fais tout à propos du Moyen-Âge. Tu fais pas juste de l'histoire, tu fais de la langue. Tu fais beaucoup de langues. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que si tu veux comprendre le Moyen-Âge, c'est mieux d'apprendre le latin tout de suite. Fait que c'est super compliqué. J'étais arrivé dans mon premier cours, c'est le cours d'ancien français. C'est un cours de linguistique. Il parle de l'alphabet phonétique au début du cours. C'est pas le même alphabet. Là, non, l'alphabet, tu sais, dans le dictionnaire, que tu comprends jamais ce qui est écrit, qui dit comment prononcer, c'est de ça qu'il parle. Moi, là, je sors de sciences humaines au cégep, là. Je m'en vais voir le prof. Je suis comme, de quoi vous parlez, monsieur, je comprends rien. Puis là, il est comme, ben, tu sais, c'est la. T'es-tu en linguistique? Je suis comme, non, j'en ai études médiévales. Il est comme, c'est-tu ton premier cours? Puis là, je suis comme, ouais, il est comme, bonne chance! Fait que, mais le prof était génial, il m'a vraiment beaucoup assisté. Sans lui, je serais jamais arrivé, puis j'avais shout-out, comment il s'appelait? Philippe, Monsieur Philippe le blond ou le bon, je me souviens jamais c'était lequel des deux. C'était tellement latin, genre le cours de. Ben lui, c'était un excellent prof d'ancien français. Il était génial, il rendait son cours tellement intéressant. Fait que ça a été des bons souvenirs. C'est quoi le nom du bac? Ben en fait, moi, c'est un bac par cumul. Donc, une majeure en études médiévales. Il n'y a pas de bac en études médiévales. Parce qu'ils veulent te forcer, vu que c'est pluridisciplinaire, à aller chercher quelque chose d'autre pour compléter ta formation. Puis j'ai fait le certificat en archivistique, ce qui me donne un bac par cumul. Puis, t'as aimé ça? C'était quoi le. C'est à l'UQAM, c'est ça? Ou... UDM. UDM, ok. C'est UDM qui donne le programme. Puis études médiévales, moi, c'est un coup de cœur phénoménal. J'ai capoté raide. Là, on est 6 dans le programme. On était 6 dans le programme. Je pense qu'on faisait ça. On était tout petits. Il y en a-tu de plus en plus maintenant? Ou... Ou ça descend aussi? Je sais pas le statut actuel. Ben, c'est sûr que quand je suis parti, on était 4. Mais. 4? Oh my god, ok, famille. Non, c'est une petite famille. C'est normal, ça va ta blonde, t'es en équipe avec l'autre personne. C'est ça. Mais études classiques sont plus nombreuses, plus populaires en ce qui est que le Moyen-Âge. Mais c'était vraiment génial de faire de l'archéologie, de faire la philosophie médiévale, essayer de comprendre comment les gens raisonnaient au Moyen-Âge, faire de l'histoire de l'art, j'en avais jamais fait, mais l'histoire de l'art médiéval, comment ils expliquent à travers l'art, le Moyen-Âge, il y a beaucoup d'art, comment il fonctionne. Ça s'est-tu bien traduit encore à ce jour? Ouais, histoire de l'art, ça a été plus facile parce que ça retouche quand même beaucoup l'histoire. Les langues, ça a été l'enfer. Les 3 cours de. Mon dernier cours de latin médiéval, je l'ai défoncé, il a rien compris. Mais les 2 premiers, là, il m'a pris.
Je me sacrais avec la culotte. À la Obélix, là. Non, ouais, puis les, c'est les bœufs, là. Je pensais, on faisait le calcul, j'ai fait plus de cours de langue morte en études médiévales que de cours d'histoire de Moyen-Âge. Ok. Toi, comme l'ancien français, les 3 cours de latin, fait que c'est 4 cours, 3 crédits, puis je regarde ça en histoire, j'ai histoire c'est Vikings, introduction au Moyen-Âge. Puis il m'en manquerait un, probablement que j'ai fait, mais c'est très pluridisciplinaire, c'est ça l'objectif là, du programme. Faut que tu sois capable de voir le Moyen-Âge plus qu'un angle puis de sortir de ta zone de confort. Fait que c'est plus difficile, mais je trouve que c'est plus valorisant. C'est quoi que tu disais, là, le cours de comment les gens en Moyen-Âge pensaient? Ben en fait, t'as des cours de philosophie puis t'apprends des auteurs médiévaux. Puis veux pas, tu sais, en eux, ils raisonnaient l'existence de Dieu. Puis vu que l'Église c'est hyper important au Moyen-Âge, ben veux pas... tu veux comprendre comment eux l'expliquaient, parce que nous on regarde ça puis on est comme, mon Dieu Seigneur, surtout avec la laïcité aujourd'hui, où on est rendu avec la religion, comment ça se fait que les gens croyaient à l'Église, comment ils justifient l'existence de Dieu. Puis il y a des auteurs qui se sont posés ces questions-là, puis tu vois le raisonnement mental derrière, c'est entre autres la lecture de Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, c'est d'essayer de comprendre, ok, il faut que j'explique comment Dieu existe, comment on explique la prédestination avec le libre arbitre, comment est-ce qu'on explique que Dieu a déjà décidé dans sa toute-puissance qui va au paradis puis qui va en enfer, mais qu'on est libre, dans le fond, de notre destin puis de choisir si on va au paradis ou en enfer. Comment tu combines les deux? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Il y a des enjeux. Puis il se pose beaucoup de questions au Moyen-Âge. Chez Bernard de Clairvaux, il a fallu justement qu'il amène une idée sur l'idée des croisades, là, parce que ça pognait pas. Là. Vous allez tuer au nom de Dieu. Ouais, Puis toi, tu vas te faire ça aussi. il y a ça aussi, mais les gens étaient comme, ouais, attends, c'est parce que s'il y a une affaire que Jésus a dit, c'est tuer personne, tu sais. Fait comment on justifie ça? Ben, il faut le justifier. Parce que si tu vas là, tu te bats pour le Christ, il n'y a rien de plus noble. Entre autres, on va promettre le paradis à la croisade. T'as fait des péchés, t'as tué des gens, t'as peur pour ton âme. Prends une épée, va-t'en justement à la croisade. Si tu meurs à la croisade, t'es absous. 100%. Ouais, absous. C'est la guerre sainte. Fait qu'il y a des mentalités qui changent, puis ça va être critiqué au Moyen-Âge. L'Église, au départ, va justement gagner avec l'influence des croisades, mais les croisades vont être un fiasco monumental. Fait que l'Église va perdre également en influence. L'Église, on a cette idée-là qu'au Moyen-Âge, elle était vraiment comme fort, vraiment très contrôlante, mais au Moyen-Âge, elle essaye de se faire respecter. Elle est influente. Du début, tu nais, c'est l'Église, tu meurs, c'est l'Église. L'Église est partout dans ta vie. Mais le contrôle est difficile. C'est très difficile parce que tous les seigneurs veulent faire un peu à la tête. Puis, tu sais, hein, le système féodal, par exemple, t'as un roi, t'as un paquet de seigneurs qui sont tous égaux au roi en termes de pouvoir. À la différence que le roi, il a ce pouvoir symbolique qui est comme il est seigneur parmi les seigneurs. C'est comme ça qu'on le décrit, mais c'est un seigneur lui aussi. Mais là, tu sais, s'il y a un seigneur, décide qu'il fait à sa tête, puis que le roi, il va dire, ah ben non, tu vas faire exactement ce que je te dis. Puis il y a plein de seigneurs qui sont d'accord avec ce seigneur-là, qui décident de se mettre en équipe pour tasser ce seigneur-là. Puis là, l'Église est comme, ah ben tu sais, moi je peux supporter ce camp-là si vous appliquez telle norme. Mais ça, c'est dans un royaume, il y a d'autres royaumes. Puis là, plus t'es loin du centre de Rome. C'est ça, ben, en fait, c'est des échanges de pouvoir, ça peut être un support. Le support de l'Église est incroyable. Là, d'avoir l'Église derrière toi, c'est puissant au Moyen-Âge. Mais imaginez par exemple des cas, je sais pas moi, de sexe avant le mariage, whatever, dans le fin fond de la Suède. Là, le prêtre, il faut qu'il invertisse. Il dit, ah, faites pas ça. OK. Ah, c'est ça. Tu sais, le roi, mettons, le Jarl sur place, le seigneur sur place, t'en as rien à. Ils font bien ce qu'ils veulent, je m'en fous. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes mines d'argent, j'en ai-tu rien à foutre, qu'il y ait du sexe avant le mariage. Non, c'est ça. Mais là, lui, il faut qu'il écrive au pape, ça se peut pas, faut que tu mêles, faut que ça te rende jusqu'au pape, ça prend plusieurs mois. Puis là, le pape lit ça, puis tu le temps. S'il a le temps, bon, ben là, faut que t'arrêtes de faire ça. Mais là, le seigneur, je m'en sais qu'il va faire quoi, le pape, dans le fin fond de la Suède. Il vient me chercher, tu sais. Ça même pas comment te rendre. Il y a comme pas d'énergie, tu sais. Au niveau de l'information, c'est super long, c'est compliqué. Puis le pape, il d'autres chats à fouetter, là, il est constamment en train d'affirmer son pouvoir, il y a des seigneurs constamment qui essayent de s'en séparer. C'est vraiment la Renaissance où là on a un pouvoir catholique fort parce que là justement il y a la naissance du protestantisme. Toutes les incohérences que l'Église va avoir à travers son histoire vont amener justement le protestantisme et là l'Église est dans le schnout parce que pour la première fois elle a un réel concurrent sur son territoire qui prend l'influence et là on sent la vis. Là t'as les chasses aux sorcières, là t'as justement au-dessus des protestants, là t'as des guerres de religion intenses, là, où justement il y a un protestant catholique qui se sont arrachés à la face, c'est horrible. Là. Puis la Saint-Barthélemy, là, entre autres, là, c'était horrible. Mais là, il y avait un concurrent réel parce que l'Église orthodoxe dans l'Empire romain d'Orient, qui a tout le temps de la misère, c'était loin, c'était pas si pire, l'Église, c'était bien, c'était elle qui bossait. Mais là, elle a un concurrent, puis il y a bien des gens qui sont tannés justement du pouvoir ecclésiastique à Rome. Fait que c'est là, le stéréotype de la religion contrôlante. Une chance. Ben, aujourd'hui, on est samedi, hein. On est samedi, hein? Ouais, c'est ça, pas le jour du Seigneur. Ouais. On finit ça.
Wow, ok, cool. Mais quelle personne, merci d'être venu, mais Qu'est-ce que tu viens de tout ça? Ouais, c'est ça, Puis man. tantôt, moi, je suis comme flabbergast, comme tout. Ouais, les noms, là, t'as cité plein de personnes. Les là. facts, là. Ben, c'est... Impressionnant. Merci, ça me touche parce que je sais que j'ai une très mauvaise mémoire. Oh non, ben c'est terrible, là, tu sais, je veux dire, comme tantôt, là, Rome, le 92, puis 72, je les mélange tout le temps à tabarnouche, mais la mémoire en histoire, on a un espace limité. Mon disque dur est tout petit, fait que tu lis, puis... Plus de terrain. plus de peine. Exactement, tu sais. Merci, mais ça se travaille avec le temps, puis on s'améliore, là. Wow. T'as-tu pensé à ta phrase de la fin? on est déjà à la fin? On n'est pas à la fin, mais d'habitude, on la met tout le temps à la fin, mais on n'a jamais le temps de la développer, je trouve. Là. Fait qu'on dit tout le temps, c'est quoi la phrase que tu voudrais laisser aux personnes dans l'univers? T'es bien genre... cute de vouloir savoir maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, certain, j'en ai une. Vraiment, ce que moi je souhaite pour les années à venir, c'est qu'on réalise en tant que société que l'absence de sources pour les femmes, comme je mentionnais tantôt, ça veut pas dire qu'on s'y intéresse pas. Faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se rendre compte qu'on doit réécrire notre histoire au complet. Faut se mettre au travail, puis le moins on va procrastiner, le plus vite on va avoir une histoire qui est un peu plus juste. À quel point c'est présent de vouloir vraiment redécouvrir les femmes, puis la présence des femmes. C'est ça vraiment. C'est un mouvement qui naît. Gros, là, Mais mouvement, c'est ou, très contesté, là. ouais, ok. Ça fait des années qu'on est convaincu que les hommes ont tout fait, les femmes ont jamais rien fait. Pensez juste à ça dans l'univers, là, comme idée. Là. Couchez-vous sur votre lit, là, puis imaginez. 50% de la population à peu près a rien fait depuis 10 000 ans. Ça fait-tu du sens? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait-tu du sens que jamais les femmes ont participé à la société? Tu fais pas une société tout seul, là. Ça prend les femmes. Les femmes, on sait qu'ils ont été partout. C'est le travail à la ferme, là. Le travail à la ferme, oh, les hommes, c'est des fermiers. Les femmes avec, là. Les vaches, tout le monde était sur le travail à la ferme, là. Au niveau du commerce, il y a eu des femmes, des médecins, il y a eu des femmes. Bon, on s'est rendu compte, tu sais. Ça a été longtemps l'idée que c'était impossible que les femmes puissent faire des travaux d'hommes, mais on s'est rendu compte, barouette, tu mets une femme derrière un ordinateur, tu y expliques comment faire, puis magie, tabaslac, capable de taper sur le clavier, tout fonctionne. Le genre veut rien dire. Le genre veut absolument rien dire. Tu sais, de toute façon, nous, en tant qu'hommes, on est-tu des chasseurs, es-tu capable d'étrangler un sanglier à main nue, tu sais? I'm good. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, on n'est pas prédestiné au combat de naissance, puis tu sais, on dit souvent, les femmes, tu sais, c'est pas juste la guerre pour eux autres, parce qu'on n'est pas égaux avec eux autres en termes de force physique. Sommes-nous égaux entre hommes en tant que femmes physiques? Non, c'est ça. Tu mets moi puis de rock dans un ring, là, toi et deux, on est des hommes, je te garantis que je bête pas sur moi. Là. C'est comme le chum à Amé, là, qui a un bras énorme, là, j'ai dit, c'est correct, il peut m'appeler s'il a besoin de jouer un gros meuble. C'est correct, son bras, c'est gros comme 2 jambes, là, c'est bol, là. Non, comme tu dis, on n'est pas tous égaux, là. Wow, cool, man. Vraiment, merci tellement d'être venu, man. C'est une belle. Content d'avoir fait une belle collaboration comme ça, là. C'est dommage qu'on peut pas venir à ton podcast pour venir parler d'histoire, là. On n'est pas aussi cool. On pourrait parler d'autre chose. Moi, j'aime ça avoir du fun. Ouais. Moi, je suis un gros connaisseur de Deuxième Guerre mondiale. Là. Ah ben, c'est quoi? Ça vous tente de venir en parler? Il y a de la place pour l'histoire tout le temps. Là. Moi, j'aime bien la Deuxième Guerre mondiale. Je la connais moins. Moi, moi, je connais ça fond en comble. J'ai lu la grosse brique là, de John Keegan au complet. Ah, ok. Ouais. Genre, le le nombre de kilogrammes perdus à chaque U-boat par année, par jour, que les U-boats, ils détruisaient les bateaux parce que les Américains, ils voulaient pas participer à la guerre, mais ils voulaient faire du cash, puis ils donnaient des vivres aux Anglais. C'était les seuls qui n'avaient pas été conquis par les nazis, justement. Là. Fait que moi, je connais. T'as-tu vu le film Dreadnought? Dreadnought, ouais. J'ai tout vu. J'ai vraiment aimé ça. Bonne bataille navale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là, fait que, mais c'est un sujet hyper intéressant. Tu viendras en jaser parce que moi, j'ai tout à apprendre là-dessus. Pas vrai? Ah ouais, hein? Bon. Moi, j'ai vu toutes les séries possibles. Quiet in the West, Band of Brothers, Pacific, Save Private Ryan au complet. Oh my god, c'est incroyable. Les preuves, c'est-tu les meilleurs? Ouais, c'est ceux que je connais dans le top, là. Top. Ouais, vraiment bien dépicté, là. C'est vraiment nice. Ouais. Vous êtes bien cute. Ok, ben là, my god, on revient dans l'autre podcast. Ben oui, on s'est écrasé dans mon salon, puis on parlera d'histoire, moi, n'importe quand. C'est quoi ton setup, justement? T'as-tu un peu comme nous la même chose? En fait, moi, j'ai 2 micros, un pour l'inviter quand j'en ai, mais je fais ça solo. T'sais. Dans le fond, la façon dont je fonctionne, c'est que je fais ça dans mon bureau, puis je fais un monologue d'1 heure où je parle d'histoire. C'est comme c'est tellement intéressant. Puis
Ah, je suis très. J'accroche mon micro tout le temps. Ah ouais. Je suis hyper gesticulatif. Je change tout le temps de sujet. Parce que je suis comme, OK, mais là, il faut parler de ça aussi. Il faut parler. Mais il faut faire attention. Tu sais, on n'est pas sûr. Mais tu sais, cet auteur-là pense. Ouais. Mais c'est patient. Ça C'est la paraît que t'es passionné. Ah oui, ben oui. c'est- Ah, je regardais C'est justement tout le parlé, Oppenheimer récemment, là, le film ouais, j'étais allé le Oppenheimer. voir, ouais. C'est bon, mais là, C'est- c'est ça, ma nouvelle copine, c'est ça, elle connaît pas les trucs de science. La style pose à chaque seconde. Ouais, ça, là, les nucléaires, nan, nan, affaire. Hey, c'est fou, là, je comprends, genre, que tu vas partout, là, t'es comme, ah, mais c'est parce que t'as écouté ça, mais il faut que tu comprennes que ça vient de là, Il y a puis t'es plein tout le de- temps, genre, ouais. De petits détails Ouais. qui amènent à ça. Ouais. Puis pour bien comprendre, faut que tu comprennes tout. Là, tu sais, C'est comme- ça, c'est C'est ça. ouais, parce que c'est. l'impact, là. Ouais, ouais. Toi, Alex, tu es une fan d'histoire aussi ou t'as-tu beaucoup de questions? Moi, j'ai plein de questions pour lui, justement. Je suis comme un Non, expert. moi, hein? c'est vraiment. Moi, je suis en sortie de zone de confort. Tu sais, j'ai eu des cours d'histoire à l'école, mais je m'intéresse, mais pas. Tu sais, je sais pas, on dirait que je l'ai pas de retenir tous les détails, les dates, ou je trouve ça super intéressant, mais j'ai pas de ouais. juice, là. Genre, je sais pas trop. Moi, j'aime ça tu sais, regarder genre 3, 4, 5 fois le même film pour regarder Ah ouais, les autres ok, détails ok. que j'ai pas remarqués. Là. Mais tu sais, mettons, Star Wars, c'est un peu la même chose. Là. Tu sais, je suis comme, mais fais pause! Non, Ok, c'est- là, il y a genre telle affaire, là, ils sont en train de se construire. Non, 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 genre ça existait pas avant. Ah, j'aime tellement ça. Là. Tu joues-tu un instrument? J'ai fait, avant, oui, là, j'ai lâché, j'ai fait 8 ans de piano. Mon père est professeur de piano privé, fait que ça aide. Wow. J'ai fait 8 ans de piano, j'ai fait 5 ans de clarinette dans un orchestre. Dans mon temps libre, j'ai un saxophone. Temps libre que j'ai plus de temps, fait qu'il a pris de la poussière. Ah ouais. Mais la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, pendant j'ai joué du bois à hanche, là, clarinette basse un peu aussi. Là, Du quoi? Du bois à hanche. Ben, excuse, ça fait pas tant de sens comme race, mais tous les bois, là, tu sais, clarinette basse, les saxophones, tu sais, les instruments à hanche, j'ai quand même une certaine facilité avec parce que clarinette, c'est quand même au niveau de la bouche difficile. Là, fait qu'après, tu sais, les autres embouchures sont pas mal plus larges, c'est moins rough. Mais je suis pas capable de jouer du saxophone baryton, je suis pas capable de jouer du saxophone Non. ténor. Mais. Je t'imagine jouer genre des trucs médiévaux avec la guitare. Ah, genre là, de trompette, demander- J'ai là, jamais- du long bâton, là. Non, ben le pire, c'est que je m'étais dit, un instrument médiéval, c'est gros. Mais ça coûte tellement Ah ouais, cher. c'est ça, ouais. Qui, genre, Ah, tu sais, ben, tu sais, la lutte, c'est moins pire, mais justement, mauvais avec une guitare. Là, La lutte? Non, la lutte, c'est comme une guitare. Ah, ok. Comme ça, genre, un peu. Ouais, c'est Ok, ça. moi je pensais la lutte Mais gréco-romaine. mandolin, Ouais, ok, tu sais. il fait tout, man. Non, 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 Ok. moi, je suis incapable. La flûte, à la limite, peut-être, je serais plus capable, ça reste des instruments avant, là, mais j'ai jamais essayé, puis je serais probablement pas. Là. Faut que je choisisse mes sides. Je fais le podcast sur moins large, la musique. Justement, je reçois à mon podcast souvent l'ensemble Scholastica, qui est un groupe de femmes qui fait de la musique médiévale historique, basée sur les archives, faites par des femmes. Oh my god! C'est vraiment, là, c'est incroyable. L'ensemble Scholastica, c'est à voir absolument. Comment t'as dit? Capoté, Ensemble Scholastica. Ok, wow. Tu les as connus comment? Ben, j'ai trouvé ça un moment donné sur Facebook, ça parlait, ben voyons donc. DM, that's it? Ben, j'ai juste écrit, j'ai fait, hey, c'est incroyable ce que tu fais. J'ai regardé ce qu'ils faisaient sur leur chaîne YouTube. J'ai dit, écoute, j'ai un petit podcast minable, ça t'en souviens d'en parler? Puis comme, ah ouais, ça te fait. Puis elle me parle de ça pendant des heures, puis elle a une expertise phénoménale, là. C'est Rebecca Bain qui est la directrice de ça, là, puis c'est incroyable. Tu sais, cette femme-là a tellement de connaissances sur moi là. Des fois, je regarde parler, je suis comme, ok, je suis loin, moi là. Elle est Oh vraiment my dans les God. détails, là, tu sais, puis précis, puis c'est elle qui transpose les partitions sur les manuscrits pour que ça soit jouable. Modernisation. Modernisation, puis des wow. fois elle regarde, puis elle dit, je suis dans les archives, puis là je sais pas si c'est une mouche ou si c'est une tache, puis là c'est-tu réellement une note, puis c'est elle qui... Elle la joue, puis elle essaie de voir si ça se mélodise. Effectivement, hein. elle dirige Aïe, un ensemble de voix là, aïe. qui est souvent accompagné d'instruments en plus. Elle fait tout, mais je te dis, là, je regarde ça, puis je suis comme. C'est ça là, c'est une femme qui est une experte là. Tu sais, moi, je suis loin de ça, là, c'est capoté là. Tu sais qu'il y a du monde, tu sais qu'il y a du monde passionné, mais genre, genre niché, raide, là. Hey, ça c'est niché, là. Il y en a pas. Il y en a pas deux, Il y en a là. pas deux. Là. Ah Tu sais, ouais, j'ai hein. reçu aussi un autre ensemble qui travaille avec l'ensemble Scholastica, qui est l'ensemble Contessa, qui sont que des femmes. Ben, il y a pas que des femmes, c'est vrai. Il y a des hommes qui font de la musique aussi de femmes. C'est génialissime, c'est incroyable. T'es écoutes, puis tu sais, elle chante là, en occitan, là, puis là. C'est En fou. quoi? Tu sais, En en occitan, occitan. c'est une version voyons De l'opéra. non, de français dans le fond. Là, Ok, comme ok. aujourd'hui encore, c'est un accent, là, mais c'est né justement dans ces régions-là, le style du troubadour. Puis Ah, les ouais. chansons étaient chantées souvent comme ça. Puis c'est magnifique, c'est incroyable, puis ça te transporte, c'est pas le même rythme, puis
tu sais, tu t'écoutes tu sais, il te donne un petit pamphlet, puis il te traduit les chansons, puis tu te rends compte, tu sais, des gens qui, je me demande une femme qui parle qu'elle rêve donc d'être dans le lit avec cet homme-là, qu'elle espère donc sa femme, elle l'oublie, tu sais, parce que c'est péché, mais elle s'en fout, c'est ou un homme qui chante, qui rêve à une femme, tu sais, il rêve d'amour, il y en a qui critiquent les croisades, ça tombe un pas de sens d'aller suivre l'autre bord, puis tu te rends compte que finalement, tu sais, à travers la musique, ils sont pas différents de nous autres, ils ont peur, ils aiment, ils sont inquiets pour leur futur, ils ont les mêmes enjeux que nous. On se reconnaît beaucoup. On n'a pas changé. Tant que ça. On est beaucoup plus proche du monde du Moyen-Âge puis avant qu'on le pense. C'est-tu une des chansons de début ou c'est-tu. Ils font plusieurs chansons, là. Mais la chanson de début de ton podcast, c'est ça? C'est ça? Non, j'ai trouvé ça en open source, quelqu'un qui donnait ça. Un homme qui fait la musique médiévale, puis fait que, tu sais, il mettait ça. Tu l'as-tu invité au podcast? Ben, c'est justement, j'aimerais ça pouvoir l'inviter, le monsieur, mais je pense qu'il est de mémoire, je pense qu'il est portugais. Je sais pas s'il se débrouille en espagnol. Portugais, c'est différent d'espagnol, mais c'est parce que je sais pas s'il parle soit français ou anglais. À la limite, je pourrais le faire en anglais, mais il est cité à la fin de mes épisodes, puis dans toutes mes citations, vraiment une très belle chanson qu'il a faite. Je trouvais que ça se faisait charmant, puis wow. Incroyable. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la bouffe médiévale? T'en as-tu, quand tu cuisines, tu fais-tu certains plats? J'ai essayé de faire ça se passe pas bien par contre. J'ai essayé de faire du poulet à l'hysope, je le prononce tout le temps, tout trop. C'est une plante, je peux pas te donner plus d'informations. Je suis tellement désolé, là. Mais ça s'est pas super bien passé. J'essaie des recettes de poisson blanc des fois. J'ai un livre de recettes médiévales de Hildegard von Bingen. Le livre de garde de la microbrasserie? C'est de la microbrasserie s'est inspiré d'elle, mais Hildegard, justement, qui a été une femme incroyable au Moyen-Âge, encore une fois, là, pour entre autres, les traiter sa médecine. C'est une femme monastique incroyable. C'est une génie. Elle a composé de la musique. Cette femme-là, elle faisait tout. Wow. Puis, il y avait des recettes, tu sais, parce qu'elle explique justement comment soigner des fois l'âme. C'est des anciennes théories. Puis, il y a quelques recettes que j'essaie à l'occasion. Le pain, les confitures, tu sais. Puis, à quel point c'est différent, mettons, les confitures? C'est surtout différent que les aliments, parce que c'est beaucoup des aliments européens, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a des, mettons, des affaires comme ça, châtaigne, des choses comme ça. Ou, tu sais, moi, dans ma vie, tous les jours, j'en mange pas, vraiment, tu sais. Fait que moi, ça m'a donné un petit choc, mais règle générale, tu sais, c'est pas mal. C'est différents ingrédients utilisés à l'époque qui étaient disponibles. C'est-tu moins tough sur, mettons, le système, tout l'estomac puis la digestion? J'ai pas pu. Surtout que moi, avec ma condition digestive puis mes 3 ans de souffrance, ça fait 3 ans que ça. J'ai pas le souvenir que ça a mieux été, mais c'est pas une source, parce que ça fait 3 ans que mon estomac ça se passe pas bien, là. Puis, bonne question, je devrais peut-être essayer davantage, peut-être. Je serais curieuse de voir, peut-être, ça serait malade, là. Peut-être essayer il y avait vraiment un pain à farine d'épeautre, justement, là, qui était une autre forme de blé, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des aliments que tu trouves pas au Super C nécessairement. Super. À moisson, à c'est ça, tu sais. Puis, faut être dans le particulier, mais c'est intéressant, tu sais. Ça change, puis ça met aussi un peu les défis, tu sais. Puis, finalement, tu vois que c'est des recettes aussi souvent très simples, tu sais. C'est pas genre Ricardo Style, ou je sais pas. Ricardo Style. Tous les petits pots, là. C'est ça, c'est assez genre. C'est une bonne phrase, ça. C'est pas du Ricardo Style. C'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Wow, magnifique personne. Merci, Nicolas. Qui nous a recommandé cette personne-là, vraiment nice, man. Ouais, ben merci à vous, merci de l'invitation. Tu sais, du bouche-oreille comme ça, moi, ça me fait vraiment plaisir, là. J'aime vraiment ça, des personnes passionnées, ça paraît, là, que t'as des étoiles des yeux quand tu parles. C'est toute ma vie. Le prof enseignant. Tout le monde me le dit. Oui, pourquoi non? Discipline, tu me demandes pas. Ah ouais, non. C'est Seigneur Dieu, non, je serais pas capable. Les jeunes, les professeurs, j'ai des amis, beaucoup qui sont allés là-dedans, puis moi, je me suis dit, tu sais, aucune chance que je fais de la discipline toute ma vie. Puis je sais comment, on l'a vu justement avec la convention puis les négociations. Ils se foutent de nos enseignants, nos écoles sont en train de tomber. Pourquoi mettre ça là-dedans? Pourquoi mettre ça là-dedans quand je peux faire un podcast, parler comme je veux, puis faire des choses? Ben plus de liberté. Oui, c'est ça que j'aimais du podcast. C'est la liberté que ça me donne de pouvoir apprendre. C'est ça aussi, c'est non seulement tu diffuser, mais c'est continue. Moi, il y a plein de questions qu'on me pose, puis il y a beaucoup de gens qui me disent t'arrêtes de bien connaître le Moyen-Âge. Je peux vous garantir une affaire, je connais rien sur le Moyen-Âge. Plus tu lis sur le Moyen-Âge, plus tu te rends compte que tu comprends rien. Ah oui. Ça remet un peu en doute toutes les
les affaires. Faire tout du temps. Puis tous les auteurs sont pas d'accord, puis ils ont tout un peu raison. Puis là, t'es comme, ok, mais je comprends rien. Fait que tu lis, puis plus tu lis, puis là, on n'est pas sûr, puis là, finalement, c'est peut-être ça. Fait que tu lis, puis ce que j'aime beaucoup, c'est les gens me posent des questions, tu sais, sont comme, hey, je suis intéressé, mettons, je sais pas, la fauconnerie chez. La quoi? La fauconnerie, la chasse aux faucons, mettons, au Moyen-Âge. Non, il y avait vraiment de la fauconnerie. Ben, probablement. Je sais qu'il y en avait chez les Haustoffen, mais ça, c'est plus justement Moyen-Âge, là. Mais j'ai justement un livre sur la fauconnerie, les Haustoffen, il faut que je lise, mais c'est intéressant. Le sujet est très, très particulier. Wow. Des gens qui demandent des sources ou justement l'identité de genre chez Viking. Il y a plein de gens qui posaient c'est vrai l'identité de genre chez Viking, mais je me suis c'est grâce à ça que ces épisodes voilà, puis je savais rien de ça, moi, avant de le faire. Ouais, tu te laisses guider par les questions, justement. Puis j'apprends. Puis en même temps, ce qui est cool, c'est que ces épisodes-là viennent des archives, tu sais, parce qu'on oublie tout le temps, on apprend tellement l'information. Fait que tu sais, quand je dis, j'ai étudié cette période-là, j'ai des blancs de mémoire, mais c'est plus exactement des périodes, des dates, des noms aussi. Tu réécoutes l'épisode, puis tout est là. Fait que moi, j'ai comme une archive intellectuelle d'une partie de l'histoire. Ouais, mais c'est ça, tu utilises-tu justement ce que tu as accès au travail ou ça a juste aucun rapport avec. Non, moi, tu sais, je suis archiviste, travailleur autonome, là. Je m'en vais chez les gens, j'ai les aide avec leurs archives, leurs papiers. Fait que moi, le Moyen-Âge, ça sert à rien. Mais c'est sûr que les normes archivistiques sont appliquées sur mes classifications, sur mes systèmes de préservation, sur comment je transforme mes fichiers. C'est ça, je peux mettre ça en jeu. Tu sais, j'ai un backup sur 3 places pour être sûr, tu sais. Règle à souvenir en archivistique, la règle de 3, hein, tout le temps. Tout à 3 places quand c'est important, comme ça, t'es sûr d'être protégé. Wow. Merci tellement, Gabriel. Ben, merci à vous. C'était incroyable comme épisode. Wow. Super généreux, plein de connaissances. Ben, merci. La place pour un part 2. Hey, clairement. Ben, ça serait. Hey, il serait tellement un bon invité en live, lui, là. Hey, wow. On a plein de questions, hein, là-dessus, là. On aimerait ça faire ça, genre. On fait une recette médiévale. Oui. Oh, ça serait Ah, il y a le resto, là, médiéval, là. Dragon Rouge? Ouais, il y a la grosse. Ouais, j'ai jamais été, puis il faut qu'on y aille avec toi. Ben, honnêtement, j'aimerais ça, mais j'ai vu qu'il y avait un genre, puis c'est la taverne moderne. Il avait fait un pas d'épisode là-bas. Ça serait-tu assez fou? On Un fait épisode là-bas. Fait que je sais pas comment ça marcherait, mais moi, n'importe quand, moi, parler d'histoire. Puis vous entendre parler d'histoire, Ouais, vous donnez ouais. rien de n'importe quoi. Tu sais, le féminisme, c'est un sujet qui me passionne, que j'ai beaucoup à apprendre. La politique, en fait, on peut me parler de n'importe quoi. Là. J'aime la passion, c'est ça que je valorise. Fait que n'importe quoi, vous êtes passionné de licorne, parlez-moi-en. Hey, ben oui. Oh, merci tellement. Wow, Merci beaucoup, tout le monde. C'est incroyable. Salut la gang.